On me dit, une demande de partage du contenu de votre écran avec meetgoogle.com a été envoyée depuis Chrome. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez partager. Ah, ok, voilà, maintenant, ok, là, ça va. Tiens, c'est bizarre, la dernière fois, j'avais pas autant de mal, hein. C'est quoi ce délire? Bon, ok, donc, alors, en fait, c'est bon, tout le monde me voit. Je vais présenter un logiciel qui s'appelle Stellarium. Donc, je le trouve assez sympa. J'aurais pu choisir Celestia, je ne sais pas si vous connaissez, mais Celestia aussi est très intéressant. Je le trouve complémentaire, personnellement. Mais là, ce soir, je vais utiliser Stellarium, qui est un logiciel très, très connu et utilisé par les astronomes amateurs, les astronomes en herbe. Il est très intuitif d'utilisation. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Oui. Ok, parfait. Voilà, donc, okay, écoutez, pour moi, c'est le plus simple des logiciels que j'ai trouvé. Hein. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez l'acquérir très facilement. Il est utile pour s'orienter dans le ciel. Lorsqu'on débute en astronomie, je vous le recommande fortement. Si jamais vous débutez, vous voulez vous entraîner à reconnaître les constellations, ben, écoutez, franchement, c'est super simple par rapport à d'autres logiciels qui sont compliqués. Alors, donc là, j'ai un panneau de navigation tout en bas. Donc, d'abord, je vais faire apparaître la ligne des constellations, on aura besoin. Ensuite, je vais faire apparaître les noms des constellations, d'accord? Et aussi les dessins des constellations, voilà. Ça nous sera assez utile, vous allez voir. Hein. Ensuite, la grille équatoriale, ça, on s'en fout. Grille azimutale, pareil. Le sol, pour l'instant, je le garde, mais à un moment, je devrais l'enlever, d'accord? Le sol, c'est l'horizon, hein, donc je garde aussi les points cardinaux. Ensuite, l'atmosphère, ouais, ok. Bon, ça, je l'enlève. Les points cardinaux, je les garde. Les objets du ciel profond, pour l'instant, je les fais apparaître, mais après, ça va nous gêner parce que ce sera trop dense, il y aura trop d'informations, vous risquez de vous perdre. Donc, les planètes, évidemment, ça, je laisse. Et la monture qu'on va utiliser, bon, ben, ça, à la limite, on s'en fout. Parce que là, on est dans du visu. Donc, bon, si jamais on a besoin de faire de l'équatorial, on le fera. Mais pour l'instant, je préfère rester en alta azimutale. Parce qu'on aura besoin peut-être de connaître la hauteur des astres. Voilà. Donc, centré sur l'objet sélectionné, oui, ça aussi. Ensuite, mode nuit, donc c'est pas ça, on s'en fout parce que nous sommes déjà la nuit. Plein écran, exoplanète, ça on s'en moque, étoiles filantes, etc. Alors, ensuite, je vais faire apparaître une seconde barre de navigation qui se trouve à gauche. Regardez bien ici. Elle est très utile. Il y a une barre de navigation à gauche là. Vous avez situation, date et heure pour régler l'horloge, l'affichage, la recherche, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller vers affichage, d'accord? Donc, dans affichage, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir culture céleste, je vais voir paysage, repère. Donc, je vais aller dans repère et je vais sélectionner équateur, écliptique plutôt, écliptique ici, parce qu'on aura besoin. Donc, ce qui est vraiment chouette avec ce logiciel, c'est que je peux avoir la couleur que je veux. Hein. Je vais mettre du rouge parce que ça me paraît très visible. Donc, l'écliptique pour repérer la bande zodiacale traversée par les constellations du zodiaque. D'accord? Donc, ensuite, je vais sélectionner quoi encore? Qu'est-ce qui va nous intéresser? Pôle céleste ici, ça c'est super important. Pôle nord céleste, le pôle sud céleste, ça c'est important. On va choisir quoi d'autre? La cercle de précession également, éventuellement. Ouais, non, bon, ça je vais laisser. Pas besoin. Alors, je vais aller dans paysage, culture céleste. Et je vais aussi afficher, regardez bien, afficher les noms des astérismes. Ça, c'est important, c'est intéressant. Alors, je le note ici. On a quoi d'autre? Alors, on va aller dans les galaxies. Alors, bon, les galaxies, on a par défaut les Messier, les NGC, les IC. Donc, ça, on va le garder, on ne va pas changer. Je vais essentiellement travailler avec les objets Messier et NGC, d'accord? OK, donc je fais un petit tour. L'écliptique, c'est bon. Ah oui, peut-être qu'on aura besoin des parties. Non, ça, chez nous, en Occident. Donc, chez d'autres peuples, comme les Mayas, il y en a 260. OK, chez les Mayas, chez les Indiens, chez les Chinois, c'est un peu différent. Mais on va voir parfois qu'il y a des corrélations avec les constellations de certaines civilisations antiques. Je fais allusion, par exemple, à la civilisation sumérienne, babylonienne, même égyptienne. On va découvrir qu'il y a des corrélations avec la mythologie grecque. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a stupéfait. Je suis étonné de cette apparente corrélation qui existe entre toutes les mythologies des civilisations du monde entier.
alors qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Donc moi, je suis pour ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné de la mythologie grecque. La mythologie grecque romaine, ah oui, ça, j'en fais depuis des années, depuis au moins, je ne sais pas, 20 ans peut-être, depuis que j'ai commencé à travailler dans les planétoriums. J'ai commencé à travailler au planétorium de Lyon, où j'étais animateur principal. De repérer à l'œil nu les objets les plus brillants et les identifier. D'accord? C'est un monde, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça peut. Là, comment identifier les principales constellations? Bon, vous avez l'œil, hein, c'est l'œil. Avant d'utiliser les instruments optiques, vous allez utiliser votre œil. Hein. Vous allez utiliser les étoiles les plus brillantes pour vous guider, d'accord? Et donc nous, sous nos latitudes en Belgique, hein, nous sommes à 50 degrés latitude nord, ben, nous avons la chance d'avoir des constellations qui sont hyper facilement identifiables, d'accord, que j'explique souvent. Ces constellations-là, en fait, vont constituer des points de repère qui vont servir de navigation céleste. D'accord? Ok, donc, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Hein. La constellation de la Petite Ourse. Ça, il faut le savoir. Ça sent la Saint-Valentin, la bague de fiançailles de Polaris. Ah, pas mal. Il y a seulement la casserole. Donc, il y a le bec verseur et le récipient et le manche. D'accord? Donc, ce qui est visible ici, c'est que les étoiles, la grande et Mérac, Fekda, Mégrès, Alioth, Mizar et Alcor ici, et Al-Qaïd ici, qui signifie le chef, le meneur des pleureuses. Parce que là, on va peut-être aussi, on va s'intéresser, on va faire aussi un lien avec la mythologie arabo-musulmane. Là, c'est hyper important. Là, j'insiste là-dessus, c'est hyper important parce que ce sont vraiment les Arabes qui, au début, ont traduit les écrits grecs. Et ce sont les Arabes qui ont, si vous voulez, favorisé, qui ont amené l'astronomie occidentale. L'astronomie occidentale telle que nous le connaissons aujourd'hui, là, ça nous vient des Arabes. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Sachant que entre la période qui a séparé Ptolémée et Copernic, il y a eu un trou, on va dire un trou scientifique, un trou de savoir scientifique. En Europe, qui était à ce moment-là traversé par l'obscurantisme religieux et voire même scientifique, hein, qui traversait l'Europe à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, les Arabes et les Chinois prospéraient. Les Arabes et les Chinois prospéraient. Il y avait de très grandes avancées qui étaient faites à ce moment-là. Il y avait de belles découvertes qui ont été faites par des mathématiciens perses. Bon, c'est pour ça que je parle d'astronomie arabo-musulmane, parce que les Perses, ils sont pas arabes, ils sont indo-européens, comme vous le savez. Donc, il y a beaucoup d'astronomes perses, en particulier le grand, comment il s'appelle, Abdelrahman al-Soufi, je pense que vous le connaissez, parce que c'est lui qui a pratiquement traduit tous les écrits grecs et qui a, si vous voulez, favorisé l'essor de l'astronomie et exporté cette connaissance-là en Europe. Voilà. Donc, ici, nous avons ici l'étoile, ou plutôt la constellation de la Grande-Ourse. La Grande-Ourse, pour qui, là, j'ai fait apparaître les dessins des constellations. Donc, ça se voit que c'est une ours. Donc, vous voyez en fait que la casserole, ce n'est qu'une partie de l'ours. Qu'une partie de la constellation de la Grande-Ourse. Parce que lorsque vous regardez la casserole, on ne voit pas la tête, on ne voit pas les pattes, on ne voit pas les griffes, on ne voit pas la queue. On voit seulement le corps et la queue, c'est tout. D'accord? Donc, cette constellation-là, c'est la plus populaire de nos latitudes, chez nous, en Europe. C'est la plus populaire, de loin, de très loin. Parce qu'elle va nous permettre de trouver un astre qui représente un formidable point de repère pour nous orienter. D'accord? Et cet astre-là, elle est là, à côté, qui s'appelle Alpha Minoris. Donc, pour la trouver, vous savez, il y a une méthode qu'on va utiliser, que tous les astronomes amateurs connaissent, que tous les animateurs médiateurs scientifiques spécialisés en astronomie connaissent. Il suffit de prolonger 5 fois la distance du bec verseur ici, entre Doubé et Mérac ici. On prolonge 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, et vous tombez sur Alpha Minoris, qui est l'étoile principale de la constellation de la Petite Ourse. La Petite Ourse ici, donc ce formidable point de repère là ici est très intéressant, parce que c'est elle qui va nous permettre d'identifier les autres constellations. Donc, alors, mon but ici, c'est pas de vous permettre de découvrir les 54 constellations qui existent dans l'hémisphère nord. Non, c'est pas le but de ma conférence ce soir.
C'était juste pour vous montrer, en fait, ce qui caractérise, en fait, la mythologie grecque telle que, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, tel qu'il a été découvert. Les légendes grecques, les mythes et les légendes qui ont gouverné le ciel boréal, elles ont quelque chose d'assez particulier. Vous allez le découvrir tout de suite. C'est que ce sont, en général, des héros tirés de la mythologie grecque. Je dis bien des héros. Qui dit héros dit héroïne. On a des demi-dieux, on a des dieux et des déesses. C'est ça vraiment qui gouverne les légendes grecques du ciel boréal. Dans l'hémisphère austral, on va voir c'est un peu différent. Quoique. Ça me fait assez bizarre de ne pas vous voir. Ça me fait bizarre de parler à un écran. Mais bon, il faut que je m'habitue. Alors, regardez ici, par exemple. Regardez. Donc là, vous avez toute une famille qui est assez intéressante. Vous avez une famille ici. C'est fait le roi d'Éthiopie, Cassiopée, la reine d'Éthiopie, d'accord? Andromède, la princesse, d'accord? À côté d'Andromède, on a quoi? On a Pégase, Persée, je veux dire, Persée. On a Persée, d'accord? À côté de Persée, on a Pégase, le cheval ailé, d'accord? Et donc, on a toute une famille dans le ciel, c'est marrant. Vous savez que toute cette famille-là est reliée par une légende que vous connaissez tous, hein? Celle de la légende de Persée et d'Andromède. Je ne vais pas vous la raconter, je pense que vous la connaissez, sauf si vous insistez. Voilà. En fait, c'est une légende tellement populaire qu'il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui se sont inspirés et qui sont sortis au cinéma, comme par exemple, j'ai oublié le nom de ce film, Le Choc des Titans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le Choc des Titans, il y a eu plusieurs versions et ça reprend en fait la mythologie de Persée et d'Andromède. Et donc, Persée Andromède, le prince qui a délivré la princesse Andromède qui est enchaînée à un rocher. Hein, voilà, il y a Pégase qui apparaît et qui vole au secours d'Andromède. Donc, il y a une très belle histoire, mais bon, celle-là, je ne vais pas la raconter parce que, bon, vous la connaissez. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire disparaître les astérismes, on n'en a plus besoin, et en faisant aussi apparaître, en faisant disparaître le sol, l'horizon. Alors, affichage, je garde le pôle céleste, je garde l'éclectique, donc culture céleste, donc je fais disparaître les astérismes. Voilà, on n'a plus besoin. OK. Je ferme. Hein. Et dans le même temps, je fais disparaître l'horizon ici, si vous vous rappelez. Tac, voilà. On n'a plus d'horizon. Donc, on va plonger dans l'hémisphère sud, mesdames et messieurs. D'accord. Donc, là, j'ai fait une petite introduction de ce qui caractérise l'hémisphère nord, de par les constellations. Hein. Les constellations, évidemment, ils ont une origine grecque, évidemment, puisque ce sont les Grecs qui ont placé leurs mythes, leurs légendes, afin de faire comprendre vraiment que ça nous permet en fait de comprendre que l'astronomie occidentale telle que nous le connaissons aujourd'hui, ça vient de cette période-là, à laquelle on avait Claude Ptolémée, c'était un astronome qui lui aussi faisait partie de cette ligue d'astronomes, de cette ligue de scientifiques à l'école d'Alexandrie basée en Égypte, qui ont favorisé l'essor de l'astronomie à l'époque. Donc, je pense que tout le monde connaît Claude Ptolémée, c'est lui qui est le père du géocentrisme. Claude Ptolémée qui a été ensuite, Aristote a succédé à Claude Ptolémée. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 12, donc là, évidemment, ces constellations-là ne sont pas visibles. Hein. J'ai oublié de vous dire, évidemment, donc vous avez la possibilité de naviguer partout sur la planète Terre. Je peux très bien aller en Australie, qu'en Amérique du Sud. Pas de souci. Je peux le faire tout de suite si vous voulez. Donc, si vous voulez, alors je vais me placer dans une ville ici. Voilà, OK, en Argentine. On part pour l'Argentine, vous êtes d'accord? Voilà, c'est parti. Donc là, nous sommes en Argentine. Donc là, on a le ciel argentin. Donc évidemment, on a le soleil ici, puisque bon, on a basculé et il fait jour. Voilà, donc j'ai choisi exprès, c'était pour vous montrer un peu ce qui se passe.
Euh, donc, lorsqu'on va regarder ce qui se passe plus en détail, voilà, je vais basculer ici. Là, nous sommes vraiment dans le sud, où on voit des animaux exotiques apparaître. On voit vraiment des animaux exotiques. On n'a plus ces dieux, ces déesses, ces rois, ces reines, ces princes, ces princesses. On n'a plus on a plus ces personnages mythiques. On a au contraire des instruments. Je dis bien des instruments. Des instruments d'observation, de navigation, d'accord. On a aussi des animaux exotiques. Par exemple, ici, on a la grue, le toucan, d'accord. Le pan, ici, qui a déployé ses ailes afin de séduire. Le pan déploie ses ailes comme ça. C'est un animal qui est magnifique, un oiseau qui est magnifique, hein, que vous connaissez. J'espère que tout le monde voit. Et c'est quand il fait sa parade, le pan, quand il fait sa parade pour séduire la femelle, il déploie ses plumes colorées comme ça, mais sauf que là, il ne voit pas qu'est-ce qu'il peut. Il n'y a pas de femelle dans les parages, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il est en train de séduire. Donc la grue ici, le toucan aussi, qui est connu pour son bec qui est très long. Dans le toucan, vous avez un objet céleste qui est très connu, 47 du toucan, qui est un amas globulaire fantastique. Et surtout, on a le petit nuage de Magellan à côté. Donc, retenez ça, le petit nuage de Magellan se trouve la constellation du toucan, ainsi que l'amas globulaire, un amas globulaire qui est très connu, qui s'appelle 47 du toucan. D'accord. Donc, ça, c'est à retenir. Donc là, ici, en fait, c'est marrant. Il y a 4 oiseaux ici. Il y a 4 oiseaux, même 5. Voilà. Il y a le phénix, l'oiseau mythique qui vient d'Éthiopie, symbole de la renaissance et de la résurrection. Le phénix, c'est un oiseau de feu. Avec le toucan, la grue et le pan. Normalement, il y en a une 5e. Ah, ça fait combien là? Ça fait 1, 2, 3, 4. Ah oui, normalement, il doit avoir l'oiseau du paradis à 5, voilà. Mais sauf que, attention, l'oiseau du paradis ici, ce n'est pas un oiseau. Est-ce que vous êtes au courant? Je répète, l'oiseau du paradis ici, la constellation des oiseaux du paradis. On a 5 oiseaux dans le coin, c'est pas par hasard. On a le toucan, la grue, ça fait 2. Le pan, ça fait 3. Le phénix, ça fait 4. Et l'oiseau du paradis, ça fait 5. Donc là, on a a priori 5 oiseaux. Mais l'oiseau du paradis, ce n'est pas un oiseau. Je vous explique pourquoi. Simplement, il s'agit d'une, pour ceux qui s'y connaissent, il s'agit d'une plante, en fait. Il s'agit d'une plante qui a des fleurs magnifiques. Les fleurs, les pétales de cette fleur, lorsque les pétales de cette fleur se déploient, elles ressemblent à un oiseau. Et ça, vous pouvez le trouver dans chez n'importe quel fleuriste. D'accord? Donc, tiens, en ce moment, c'est la Saint-Valentin, dans 2 jours. Donc, si vous voulez offrir quelque chose à votre compagnon ou votre compagne, vous pouvez lui offrir un oiseau du paradis. En plus, ça colle bien. C'est un charmant prénom. Alors, donc, par contre, les 4 autres oiseaux ici, la grue, le toucan, ainsi que le phénix et le pan, ils font partie d'un groupe qui est connu en l'hémisphère sud. Ils font partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des oiseaux du sud. Tout simplement, tout bêtement. Voilà. Donc, ajoutez à cela, vous allez voir quelque chose. Donc, alors là, on va changer un peu les choses. On va configurer un peu les choses. Je vais changer de monture ici. Voilà. Peut-être pas. Voilà, ici. Alors là, on a le Centaure qui est traversé par la Voie lactée. La Voie lactée traverse certaines constellations de l'hémisphère nord, comme vous savez, j'aurais dû vous le montrer, comme les belles de l'été, le triangle de l'été, hein, le cygne, d'accord? Le cygne, la lyre, et le cygne, la lyre, et la troisième, c'est quoi? Vous pouvez me dire? Quelle est la troisième belle de l'été? Le cygne, la lyre et L'aigle. L'aigle, merci. Voilà, l'aigle. Bon. Ok, donc, alors, ici, nous avons, en fait, il y a quelque chose sur lequel je veux attirer votre attention. Regardez bien ici. Regardez bien ici. On a une constellation qui n'existe plus. Est-ce que vous connaissez
La constellation du navire Argo. Qui a déjà entendu parler de cette constellation-là? Je répète, la constellation du navire Argo. Qu'est-ce que c'est le navire Argo? À votre avis? Et où se trouve-t-elle? Oui, Ça a été remanié, je pense, et divisé en 3 parties. exactement. Voilà. Je n'en sais pas plus. Hein. Voilà, mais vous avez parfaitement raison. Le navire Argo a été déplacé. En fait, elle n'a pas été déplacée, mais elle a été divisée en 3 autres constellations parce qu'elle était vraiment trop grande. Elle a été divisée en 3 constellations. Alors, la première, c'est quoi? C'est la constellation des voiles. Oui. La seconde, la constellation de la poupe, ici. La poupe. Alors, je vais quand même enlever les objets, les caractères, parce que c'est trop, voilà. Donc, la première, c'est la constellation de la voile. La deuxième, la constellation de la poupe. Et la troisième, c'est la constellation de la carène. Nous sommes d'accord? Donc Oui. là, on voit bien un bateau qui est divisé en 3 parties. La poupe, les voiles et la carène. Donc, s'il y a une poupe ici, il doit y avoir une proue de l'autre côté. Donc, lorsque vous connaissez l'expression avoir le vent en poupe, vous savez ce que ça veut dire, avoir le vent en poupe. Ça signifie que vous êtes poussé par le vent de l'arrière vers l'avant. Donc, ça signifie qu'ici, qu'on a l'arrière du bateau et là, nous avons l'avant du bateau, contrairement aux apparences. D'accord? Alors donc, en fait, cette constellation-là, c'est assez étonnant. Écoutez, on a le navire Argo. Est-ce que ça vous rappelle rien? Peut-être les plus passionnés d'entre vous savent que le navire Argo est intimement lié à la mythologie de Jason et les Argonautes. Jason et les Argonautes. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, mais c'est des plus populaires du ciel boréal. Jason, c'est un guerrier qui est parti en expédition, il est parti de la Grèce en Thessalie pour aller conquérir la toison d'or. La toison d'or, c'était une espèce de, comment dirais-je, une espèce de peau de bête, de bélier, qui était recouvert d'or. Et il a conquéri ça. Il est parti en conquête avec une équipe de braves guerriers, dans lequel il y avait Hercule, il y avait Ulysse, il y avait Castor et Pollux, il y avait même le chanteur là, le super chanteur là, comment il s'appelle, Orphée. Orphée. D'ailleurs, on va essayer de parler d'Orphée si on a le temps. Donc, Orphée, il a vraiment fallu la présence d'Orphée parce que lors de leur périple sous la mer, il y avait des sirènes. Hein. Le chant des sirènes est mortel, vous savez ça. Le chant des sirènes est mortel. Donc, Orphée a dû jouer de sa lyre, hein, la constellation de la lyre qui est liée à la mythologie d'Orphée, pour séduire les sirènes afin qu'ils puissent traverser leur voyage tranquillement. Parce qu'en fait, les sirènes, c'était de véritables monstres qui tuaient les hommes. Et donc, il y a bon l'histoire, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter. Il y avait Ulysse qui a choisi de boucher ses oreilles. Non, de se faire plutôt. Ulysse avait conseillé à tous les navigateurs, à tous les navigateurs de s'enchaîner, ou plutôt de se boucher les oreilles avec de la cire. Mais lui, il est resté enchaîné au mât parce qu'il voulait écouter le chant des sirènes. Il a donné l'ordre à ce qu'on puisse l'enchaîner au mât afin qu'il ne puisse pas se débattre, afin qu'il ne soit pas tenté de joindre les sirènes dans l'eau. Parce qu'il voulait vraiment écouter le chant des sirènes. Donc, alors que les autres navigateurs ont eu les yeux bouchés avec de la cire, on n'a pas écouté le chant, parce que le chant des sirènes on ne pouvait pas y résister. Hein. C'était vraiment un chant hypnotique. D'accord? Et donc, Ulysse a eu ce privilège d'écouter le chant des sirènes sans se faire avoir. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, voilà. Donc en fait, là, vous pouvez vous poser la question, c'est, excusez-moi, mais qu'est-ce que la mythologie grecque vient faire ici, dans l'hémisphère sud, sachant que les constellations de l'hémisphère sud ont été découvertes par des navigateurs comme Vasco de Gama, Magellan. C'est vrai que Magellan, c'est un navigateur portugais. Il a passé 3 ans à voyager dans la mer du Sud. Ensuite, comme navigateur, on a Nicolas de Lacaille. Nicolas de Lacaille, c'est lui qu'on doit la quasi-majorité des constellations de l'hémisphère sud. Mais Nicolas de Lacaille, c'était qui? C'était un astronome européen. C'était un Français. C'était un astronome français. Nous sommes d'accord. Nicolas de Lacaille, il a nommé les constellations de l'hémisphère sud avec des noms propres à la navigation, comme la constellation du réticule, du microscope, la constellation du microscope,
la constellation du compas, de l'équerre, la machine pneumatique, le sextant, la boussole, l'octant. Tout ça, ce sont des instruments de navigation, n'est-ce pas? OK? Donc, déjà, vous voyez la différence avec les constellations de l'hémisphère nord. Ce n'est pas du tout la même chose, mais n'empêche, là, je viens de vous démontrer qu'il existe, en fait, ici, via la constellation du navire Argo, eh bien, une imbrication de la mythologie grecque dans l'hémisphère sud. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une réflexion par rapport à ça? Ok, bon. Je ne vous vois pas, hein. Là, je suis... Donc, en fait, lorsque vous êtes à côté du navire Argo, la constellation de la Carène, ben, il y a des objets qui sont fabuleux. Bon, ce qui est bien dans ce logiciel-là, c'est que bon, on peut faire apparaître à volonté, on peut grossir, zoomer les objets du ciel profond, hein, les NGC, les nébuleuses, les galaxies. Donc ici, regardez, ici on a un objet qui est très connu, ici, regardez. Donc c'est la nébuleuse de la Carène. La nébuleuse de la Carène, hein, ici. Voilà, en fait, elle est assez connue parce que j'ai oublié de vous dire, en fait. Vous savez que, mine de rien, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Les plus beaux objets du ciel, les plus belles nébuleuses ne se trouvent pas chez nous en Europe, mesdames et messieurs. Les plus belles nébuleuses, les plus beaux objets du ciel se trouvent dans l'hémisphère sud. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Non. Ouais, mais je vous le dis. Voilà, maintenant vous savez quelque chose. Je répète, les plus beaux objets du ciel se trouvent dans l'hémisphère sud. Ouais. Alors donc, lorsque vous êtes à côté de la Carène, mesdames et messieurs, eh bien, vous tombez sur une constellation qui est très connue, qui va servir de repère céleste, hein, qu'on appelle la Croix du Sud. Donc, je l'agrandis exprès. Je l'agrandis, regardez ici. La Croix du Sud, à côté de la Croix du Sud, il y a des constellations qui sont invisibles à l'œil nu, comme la mouche, d'accord, et comme l'octant. Alors, la Croix du Sud, en fait, elle est assez visible, elle ressemble vraiment à une croix. Mais je vais vous étonner, je vais vous donner une technique pour opérer l'axe du pôle sud. Alors, mais avant cela, pour opérer l'axe du pôle sud, j'aimerais faire quelque chose. Je vais... ah non, c'est bon, il est activé. Je voulais activer les pôles célestes, mais je vois qu'il est déjà activé. Regardez ici, on a pile poil ici l'axe du sud. Alors, nous, dans l'hémisphère nord, nous avons de la chance. Nous avons de la chance parce que lorsqu'on prolonge l'axe de rotation de la Terre, orienté vers le nord, on tombe sur une étoile. On tombe sur Alpha Polaris. Nous sommes d'accord? Ça, on l'a vu tout à l'heure. On tombe sur Alpha Polaris. On tombe sur Alpha Polaris, on l'a vu. Alpha Polaris ici, la voilà. OK? Donc, je l'agrandis. Je l'agrandis ici. Donc, elle représente un formidable point de repère. Donc, je vais faire tourner un peu. Vous allez voir que c'est vraiment un point de repère parce que toutes les constellations vont tourner autour d'elle. Toutes les constellations vont tourner autour d'elle. Alors, d'abord, il aurait fallu d'abord que je la... Ouais, là, en fait, il aurait fallu que je la mette par rapport à l'horizon. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, l'étoile polaire ici, si j'agrandis un peu, regardez, mesdames et messieurs, on voit qu'elle n'est pas vraiment dans l'axe pile poil. Elle n'est pas pile poil dans l'axe du pôle nord céleste. Voyez-vous ça? Elle est à peu près à un demi-degré, je dirais. Donc, n'empêche qu'on peut se satisfaire de cette approximation, puisque, bon, elle nous sert quand même de repère. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait l'astrophoto, lorsqu'on met en station notre télescope, voilà, maintenant, bon, avec la technologie, les choses sont automatisées, d'accord? On se trompe très rarement, d'accord? Donc, c'est parce qu'on est bien mis en station, on est bien parallèle, l'axe de votre télescope est bien parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et elle est bien orientée vers l'étoile du Nord. Mais si jamais vous faites la même chose dans le Sud, alors ceux qui habitent dans l'hémisphère Sud n'ont pas notre chance, ils n'ont pas du tout notre chance, ceux qui habitent dans l'hémisphère Sud, parce que, tout simplement, regardez ici, si jamais vous cherchez l'axe de rotation orienté vers le pôle Sud, eh bien, mesdames et messieurs, vous tombez sur un vide sidéral. Non, mais sans déconner, regardez, vous tombez sur un vide sidéral ici, là, ce point-là. Mais par contre,
la même technique existe. Si vous voulez trouver le pôle nord, le pôle sud céleste, eh bien, je vous donne une astuce. Vous prenez la croix du sud ici. La croix du sud, vous allez prendre la croix supérieure. Tiens, c'est marrant, ça ressemble à une ellipse ici, avec des demi-grands axes, avec des demi-petits axes et demi-grands axes. On va considérer ça, c'est un demi-grand axe, d'accord? OK. Eh bien, on va prolonger 5 fois. On va prolonger la constellation de la Croix du Sud 5 fois. Je dis bien 5 fois. Dans quelle direction? Eh bien, on va la prolonger de la direction du grand demi-taxe, d'accord? On va la prolonger de la direction du grand demi-taxe. Donc, on va prolonger 5 fois. Vous voulez le faire avec moi? OK, c'est parti. Alors, donc, on a 1, 2, oh là, pardon. Je recommence parce que j'ai appuyé involontairement. Je recommence. On a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas beau, ça? C'est pas génial, ça, comme technique? Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, nous avons utilisé la même technique pour opérer Ursa Minoris, l'étoile principale de la petite ours de l'hémisphère nord. Là, nous utilisons la croix du sud. Nous allons prendre, je répète, le prolongement du demi-grand axe. Bon, vous avez compris, hein? J'ai imaginé que ça forme une ellipse ici, une ellipse assez excentrée. D'accord? Et vous prenez le demi-grand axe de l'ellipse et vous prolongez 5 fois. Et en prolongeant 5 fois, hein, je répète encore, 1, 2, 3, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous tombez sur pile poil le pôle nord, le pôle sud céleste. Et là, vous avez une région vide, on va voir rien du tout. Et je vous assure, c'est hyper frustrant. Il n'y a rien dans cette région-là. Mais vraiment rien. Mais la constellation la plus proche, mine de rien, c'est la constellation de l'Octan. L'Octan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Octan, c'est un instrument de navigation, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer la hauteur des astres, la hauteur des étoiles, du Soleil. L'ancêtre de l'Octan, ou plutôt, c'est le sextant. Non, ou plutôt l'inverse. L'Octan, c'est l'ancêtre du sextant. Mais tous les deux, c'est le même. Ils servent à faire la même chose, à savoir à mesurer la hauteur des astres. Et c'est un instrument qui est très facile d'utilisation, vraiment très facile. D'accord? Est-ce que jusque-là, tout le monde a compris? Est-ce que jusque-là, tout le monde a compris? D'accord. Donc là, en fait, je viens de vous donner une façon de vous... Si jamais vous allez faire un voyage dans l'hémisphère sud, si jamais vous allez au Chili, vous allez en Afrique du Sud, voilà, l'Afrique du Sud, l'Australie, franchement, là, c'est clair, hein? Vous allez voir de belles choses, hein? Alors, donc, et bon, malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y a rien dans cette région-là, c'est très faible. Mais à côté, même s'il n'y a rien, il y a quand même des objets célestes qui sont dignes d'attention. Par exemple, là, ici, vous avez, regardez, mesdames et messieurs, regardez ici, vous avez à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est le nuage de Magellan. C'est le petit ou le grand, à votre avis? C'est le petit nuage de Magellan. Donc, le petit nuage de Magellan, je l'avais dit tout à l'heure, on trouve la constellation du Toucan. Mais dites-vous que quand vous êtes dans le petit nuage de Magellan, dites-vous que le grand nuage de Magellan, lui, n'est pas loin. Et là, ça se voit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà repéré. Dites-vous que quand vous êtes à côté du petit, le grand n'est pas loin. Eh bien, le grand nuage de Magellan, eh bien, il se trouve la constellation de la Dorade. Donc, la Dorade se trouve ici. Et ça se voit hein, à l'œil nu, mais voilà. Mais écoutez, si jamais vous faites un voyage dans l'hémisphère sud, je vous conseille d'avoir une paire de jumelles. Hein. Une paire de jumelles parce que c'est l'instrument optique le plus adapté. Je ne suis pas vraiment sûr qu'un télescope soit adapté. Donc, sincèrement, je vous le dis. Pour certaines catégories d'objets du ciel de l'hémisphère sud, la paire de jumelles est beaucoup plus adaptée parce que les champs sont très étendus. On a des champs qui sont hyper étendus. D'accord donc ici, on a... ah, mais vraiment, je l'adore, ce nuage. En fait, le nuage de Magellan, mesdames et messieurs, vous savez, il s'agit d'une galaxie, hein, n'est-ce pas? Il s'agit d'une galaxie barrée. D'accord? C'est vraiment très beau. Alors, admirez-moi cette merveille. Voilà, là, c'est le grand nuage de Magellan. Mais écoutez-moi, en fait, pour la petite histoire, le nuage de Magellan, a navigué dans les mers australes au 15e, 16e siècle, un peu après, tout juste après Colombo,
Christophe Colomb. Christophe Colomb, d'accord? Christophe Colomb a découvert les Antilles en 1492 et il a fini ses voyages en 1502. Après, ce cher Magellan a pris la relève. Donc, en tout cas, vous avez compris que c'est un navigateur qui est connu dans le XVIe siècle. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que d'après vous, le nuage de Magellan n'était pas connu par les autres peuples? N'était pas connu auparavant? Est-ce que d'après vous, personne encore ne l'avait vu? Parce que le nuage de Magellan... Moi, je serais étonné quand même qu'il ne l'ait pas vu. D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais quelle civilisation, j'en sais... Quel peuple, je n'en sais rien. Ouais, mais en fait, il y a de nombreuses civilisations antiques qui l'avaient aperçu bien avant Magellan, évidemment. Hein? Parce que, écoutez-moi, les Égyptiens connaissaient parfaitement ce nuage, les Indiens la connaissaient, les Chinois la connaissaient, d'accord? Les peuples précolombiens la connaissaient parfaitement, d'accord? Nous avons des preuves, non seulement ils l'ont nommé autrement. Mais j'aimerais insister aussi sur un fait, c'est que l'astronome persan dont je vous ai parlé, le grand Abd al-Rahman al-Soufi, d'accord, à qui on doit nos constellations du ciel boréal? Eh bien, il est né au 9e siècle. Et c'est lui, d'abord, qui a identifié cette constellation-là. Mais avant lui, il y avait d'autres. Mais lui, officiellement, parce que c'était son métier, voilà, en tant qu'astronome de la cour du roi perse, il a été mandaté pour pouvoir faire ce voyage-là et collecter beaucoup d'informations sur les objets du ciel austral. Et le nuage de Magellan en fait partie. Donc attention, donc le nuage de Magellan, je vous ai dit, c'est quelque chose, c'est un astre, c'est un objet qui est très étendu. Donc, il vaut mieux l'observer avec une paire de jumelles, je vous assure, c'est merveilleux. À côté du nuage de Magellan, on a le petit nuage ici qui est moins impressionnant, mais qui est aussi pas mal, je trouve. Et à l'œil nu, ça le fait très bien, c'est super, à l'œil nu. Voilà. Donc ici, on a 47 du Toucan. Voilà, un amas globulaire. je la grossis, regardez. Vous savez que j'aime beaucoup les amas globulaires. Hein. Voilà, on reconnaît très bien l'amas globulaire du 47 du Toucan. Ça, je vous invite à retenir. Mais, mesdames et messieurs, le Mastria, le maître des amas globulaires, le roi de tous les amas globulaires, je vais vous la présenter. Il se trouve la constellation du Centaure. Il n'est pas loin de la Croix du Sud ici. Celui-là, je vous assure, comme disaient les jeunes, ça déchire, mais ça en jette. Je vous assure, ça en jette. Alors, il se trouve sur le dos du Centaure. Donc, comme vous savez, le Centaure, c'est un animal, c'est un mythe, on va dire, regardez comment il est. C'est un centaure, donc il est mi-cheval, mi-homme. En l'occurrence, ça, c'est une femme qui est en train de chasser un loup. Donc là, on a la constellation du loup. Donc, oméga du Centaure, ici, qu'on va voir. Ici. En fait, il est facile à repérer parce qu'il est sur le dos. Il est ici sur le dos. Donc là, voilà. Je vais faire ce qu'on appelle un ciblage. Alors, voilà, ici. Je vais faire un ciblage ici. Voilà. Il est ici, oméga du Centaure. Alors, regardez ça. Non, mais franchement, regardez. Alors, oméga du Centaure, mesdames et messieurs, vous le connaissez. C'est un amas globulaire qui est très, très, très massif. Il fait plusieurs fois la luminosité du Soleil. Il contient à peu près des dizaines de millions d'étoiles. Donc, elle n'a absolument rien à envier avec M13, l'amas globulaire de Hercule de chez nous. Personnellement, je l'ai observé avec une paire de jumelles. C'est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est magnifique. C'est un objet qui est vraiment majestueux. Mais regardez, ce qui attire l'attention ici, parce que tout à l'heure, je vais la comparer à M13, la constellation d'Hercule. Ce qui est assez étonnant, c'est que, regardez, on a une espèce de patte étoilée, une patte lumineuse. On dirait que les étoiles sont fondues, sont mélangées. Donc là, franchement, on a des millions, des dizaines de millions d'étoiles. Mais ils sont tellement rapprochés que ça fait une espèce de pâte laiteuse, là, en fait. Une pâte très lumineuse. Voilà.
qui nous illumine. Et donc, franchement, écoutez-moi, ce que je vais vous dire, M13 en comparaison, c'est de la rigolade. Je vous le dis, c'est de la rigolade, et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on va chez M13 Hercule. La voilà Hercule. La voilà ici, M13, on la capte tout de suite. M13, on la voit ici. Regardez ici, M13. Voilà, OK. M13, la masse globulaire d'Hercule qu'on va avoir ici. On va la grossir. On la grossit, on la grossit, on la grossit. On zoome, regardez M13. Et si vous regardez le détail de M13, regardez l'étoile fin. Donc là, M13 comprend un demi-million d'étoiles, 500 000 étoiles. Lorsqu'on la regarde, lorsqu'on la zoome, qu'est-ce qu'on observe? On observe, effectivement, on n'a pas cette partie laiteuse qu'on a vue avant dans Méga du Centaure. On n'a pas du tout ce fondu d'étoiles. On pourrait même compter, si on s'amuse, si on veut s'amuser, on pourrait même compter les étoiles qui sont à l'intérieur. D'accord? D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire au club avec vous, avec certains d'entre vous. Hein. Donc, elle est tellement fin. Donc, là, ici, évidemment, c'est invisible à l'œil nu. Nous sommes d'accord, c'est invisible à l'œil nu. Alors qu'Oméga du Centaure est visible à l'œil nu. Vous vous rendez compte? Par un très beau ciel, évidemment. Donc, alors, M13 est invisible à l'œil nu. Il faut un instrument optique, il faut un télescope, il faut une unité astronomique. Et si le ciel est bien dégagé, à la limite, vous pourriez vous amuser à compter les étoiles qui sont à l'intérieur. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc là, vous voyez un fourmillement d'étoiles fins. Là, on voit la finesse. Donc, je répète, la masse globulaire d'Hercule, c'est l'objet favori des astronomes amateurs pour la pointer. Les astronomes amateurs qui pointent leur premier objet céleste en matière de masse globulaire, tout le monde va vers M13. On ne va pas forcément vers M92. M92 est juste à côté. Si vous voulez, je vous la montre. Mais M13, c'est la plus populaire, nous sommes d'accord. Donc, vous voyez bien, mesdames et messieurs, qu'il y a une différence extrême. Il n'y a pas cette patte laiteuse entre M13, d'accord, et Oméga du Centaure, qui est vraiment le roi de tous les amas globulaires. Franchement, si vous faites un voyage de l'hémisphère sud, je vous demande d'aller là-bas et d'y foncer et préparez votre jumelle. Préparez-vous à être ébloui. Franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Regardez ça, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, moi, je soupçonne personnellement qu'il y a un trou noir supermassif dans le coin. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, la nouvelle est sortie hier dans les actualités. Les amas globulaires sont fortement suspectés d'abriter des trous noirs de masse intermédiaire. Sachant qu'il y a des trous noirs qui crèchent, sachant que nous savons, au cœur des galaxies elliptiques, au cœur des galaxies, comment dirais-je, spirales comme la nôtre, hein, crèche un trou noir supermassif. Donc, un trou noir supermassif, c'est un trou noir qui se trouve dans le noyau des galaxies spirales, normalement. D'accord? Eh bien, là, on vient d'apprendre que des trous noirs sont susceptibles d'abriter le cœur des amas globulaires. Je ne sais pas si vous avez eu l'info. Et en particulier, l'amas globulaire. Ah, tiens, je vais revenir là-dessus. Il y a un amas globulaire qui se trouve dans la constellation de l'Autel. On va la chercher. À la constellation de l'Autel. Où se trouve-t-elle? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? J'attends votre réaction. Non. Bien. Alors, j'espère que vous n'êtes pas perdu. Ah tiens, donc, je suis en train de constater un truc. Ça me saute aux yeux là. Écoutez, avant d'aller dans l'amas globulaire qui s'appelle, il y a un amas globulaire qui s'appelle NGC 6397 qui se trouve dans la constellation de l'Autel. En fait, elle est connue pour être l'amas globulaire le plus proche de la Terre, du Soleil, d'accord? Parce que elle est quand même à seulement 6000 années-lumière comparativement à M13, elle se trouve à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de nous. On va la pointer tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais saisir l'occasion de vous. Je suis désolé de cette petite digression, mais je vais me saisir la constellation du Corbeau que vous voyez ici. À côté du Corbeau, il y a une coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. À côté de la coupe, donc, il y a le Corbeau. En fait, le Corbeau, c'est une constellation qui est très peu connue, même chez nous en Occident, en Europe. On a l'habitude de voir la Vierge, mais on voit très peu le Corbeau. Or, permettez-moi de vous dire que le Corbeau abrite la galaxie du Sombré. La galaxie du Sombrero, mesdames et messieurs. Je pense que vous la connaissez. Mais là, je ne suis pas là en fait pour vous montrer la galaxie du Sombrero.
ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que le corbeau, à la limite, c'était un oiseau qui était tout blanc, et de la mythologie grecque, là où je vais en venir avec vous, c'est que je vais vous démontrer que cette constellation de l'hémisphère sud, parce qu'on considère le corbeau et la coupe sont des constellations de l'hémisphère sud, eh bien, encore une fois, la mythologie grecque vient montrer son grain de sel. Voilà, c'est là où je vais en venir avec vous. Encore une fois, la mythologie grecque vient montrer son grain de sel. Comment? Eh bien, le corbeau, c'était simplement un oiseau blanc, eh bien, mais qui aimait se mêler de ce qui ne le regarde pas. C'est dans la mythologie grecque. Le corbeau aimait révéler des choses cachées, des secrets, des vices, des complots, voilà, des choses qui sont secrets, quoi. Le corbeau, c'est un animal qui ressemble à une colombe. Le corbeau, avant, ressemblait à une colombe. Donc, son plumage était tout blanc. Donc, comment ça se fait qu'il est noir? D'où lui vient sa réputation d'oiseau de malheur? D'où lui vient l'oiseau de mauvais augure? Parce que le corbeau est considéré comme un oiseau de mauvais augure. Ça lui vient d'où, cette triste surnom, appellation? Eh bien, tout simplement, il avait rapporté un fait. Il se trouve que le dieu Apollon, le dieu Apollon, évidemment, bon, comme tous les dieux, il est beau. Bah, écoutez, dire qu'un dieu est beau, c'est un pléonasme. Le dieu Apollon, en fait, il avait une maîtresse qui s'appelait Coronis. J'ai dit bien Coronis, pas Corona. Le dieu Apollon avait une maîtresse qui s'appelait Coronis. Et Coronis, une fois, a fait preuve d'un adultère. Coronis a trompé le dieu avec un mortel. Donc, et bon, l'oiseau, là, ici, il a tout vu. Rien n'échappe à son perçant. Il a tout balancé au dieu Apollon. Et dans ce cas, Apollon était tellement furieux, mais tellement furieux, il était rempli de colère. Et là, il est passé pour comment dire, il a été, voilà, il est cocu, quoi. Donc, lorsqu'il a appris qu'il était cocufié, donc, alors, l'oiseau qui lui a annoncé la nouvelle a subi les foudres du dieu. Apollon était dans une colère noire, et c'est la raison pour laquelle le corbeau a changé de couleur, il est devenu noir. Alors qu'il n'a fait que rapporter un fait. Donc, en fait, il a été victime, le corbeau a été victime de son, de la colère du roi, la colère du dieu, d'accord? Et donc, c'est là où je voulais en venir. Donc là, on a en présence le dieu Apollon, la princesse Coronis, qui était une belle princesse. Eh bien, la mythologie grecque, encore une fois, mesdames et messieurs, vient en fait se présenter ici dans des constellations boréales. Mais il y a une autre version, en fait, de cette constellation, de ce mythe, qui est en rapport avec la coupe. On raconte que le corbeau avait pris la coupe et devait apporter de l'eau, devait puiser de l'eau dans une rivière pour amener de l'eau à Apollon. Et comme il a pris beaucoup de temps, Apollon n'a pas du tout apprécié ce retard, ce temps qu'il a pris. Donc le corbeau a inventé une histoire pour essayer de trouver un subterfuge. Il les a trouvé une excuse en disant que, écoute, dans la rivière, il était attaqué par un serpent. Et le serpent par lequel il était attaqué, le voilà ici, il s'appelle l'hydre femelle, ici. Donc vous savez que l'hydre, en fait, c'est un animal, c'est un serpent, en fait. Voilà. L'hydre, en fait, c'est un serpent horrible. Normalement, il a plusieurs têtes. Chaque fois qu'on coupe une tête, il repousse. Mais là, il a été représenté comme ça. OK? Il y a l'hydre mâle et l'hydre femelle qui est plus énorme. Donc, en fait, le corbeau a prétendu que, soi-disant, il y avait un serpent qui l'avait empêché de puiser de l'eau dans la rivière afin de l'amener au dieu. Mais le dieu n'est pas con, il n'est pas bête. Il a dit quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce qu'un dieu, il est omniscient, il est au courant de tout. Et pour punir le corbeau, il a transformé et il a expédié au ciel, et dans sa colère, il a expédié la coupe, l'hydre femelle et le corbeau dans le ciel. Bon, voilà. Bon, alors, ici, dans cette mythologie-là, expédier des choses comme ça dans le ciel, c'est plutôt, c'est pas une bonne chose. Alors que la plupart des constellations, expédier des objets dans le ciel ou des animaux ou des êtres dans le ciel, c'est plutôt un privilège. Parce que c'est plutôt un privilège. Lorsque Orion et le Scorpion ont été expédiés dans le ciel, c'était un privilège.
D'accord? Si vous voulez, plus tard, je vais vous raconter la formidable histoire de la constellation d'Orion et du Scorpion, parce que lorsque l'un se lève à l'est, l'autre se couche. Les deux-là ne peuvent pas se voir. Hein? C'est impossible de voir ces deux constellations-là dans le même ciel. La constellation du Scorpion apparaît typiquement l'été, et la constellation d'hiver, et la constellation d'Orion apparaît typiquement en hiver. Il est impossible de voir ces deux constellations-là dans le ciel. Okay? Lorsque l'un se lève à l'est, l'autre se couche à l'ouest. Voilà, donc il y a une légende qui raconte pourquoi ces deux constellations ne peuvent pas se voir sur le même ciel. Mais je vous la raconterai si jamais j'ai le temps. Alors maintenant, revenons à la constellation de l'autel. Il faut que j'agrandisse un peu parce que j'ai un peu perdu l'autel. Si j'ai bonne mémoire, alors où es-tu? Si vous la voyez, vous me le dites. Ah voilà, je l'ai trouvé. Regardez ici. L'autel ici, voilà. Donc en fait, il est à côté du pan. Et en fait, il est au-dessus de la queue du Scorpion. En fait, l'autel, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, ça n'a rien à voir qu'un endroit pour dormir. Hein. Alors, enlevez-vous ça de votre tête. C'est pour ça que j'ai mis un peu les dessins. L'autel, ici, ça n'a rien à voir avec un endroit pour dormir. Hein. Ce n'est pas l'hôtel Ibis ou je ne sais trop quoi. Il s'agit d'une coupe avec une flamme. Donc, une flamme qui ne s'éteint jamais. Une flamme olympique, on va dire. Parce qu'en fait, il s'agit d'un instrument sacré. Mais vraiment sacré. Il s'agit d'un instrument avec lequel on prête des serments. Les dieux prêtaient des serments. Les dieux faisaient des discours solennels. Les dieux se préparaient à une guerre. Par exemple, lorsque les dieux se sont préparés à la guerre contre les titans, d'accord, eh bien, ils se sont unis, ils ont fait une espèce de cérémonie devant l'autel. Voilà. Donc, l'autel est composé d'une coupe surmontée d'une flamme. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer la constellation, la masse globulaire dont je vous ai parlé. Elle se trouve ici, normalement. Voilà. Ici, vous la voyez. Donc, vous pouvez lire ici NGC 6397. Donc, un zoom ici. Donc, comme vous savez, je suis amoureux des amas globulaires. Je suis vraiment amoureux des amas globulaires ici. Voilà. Donc, celle-là, regardez, elle aussi, elle est plus lumineuse que la masse globulaire d'Hercule. Et ce qu'elle a de plus exceptionnel, c'est l'amas globulaire le plus proche du Soleil. Alors, comme vous voyez ici, regardez, dans constellation Ara. Ara, c'est en latin, ça veut dire hôtel. Donc, c'est une. Mais franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je la trouve déjà plus intéressante qu'M13, mais moins intéressante que l'amas globulaire Oméga du Centaure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Donc, on va, si vous voulez bien, on va regarder toutes les constellations traversées par la Voie lactée. La Voie lactée, vous la voyez ici. Donc, évidemment, le Scorpion traverse la Voie lactée. Le Scorpion traverse la Voie lactée. L'écu de Sobieski. Je vous disais, Altaïr, l'aigle en travers la Voie lactée. Le cygne en traverse la Voie lactée. Et Cassiopée traverse la Voie lactée. Cassiopée, le cygne, ça descend. Et une partie du Sagittaire, bien entendu. Le Sagittaire, ça fourmille d'objets célestes ici. La queue du Scorpion, l'autel. Et la mouche. La carène ici. Et le grand chien. Donc là, on a vraiment cette espèce de Voie lactée là qui nous permet aussi, qui peut vous permettre, si jamais vous êtes perdu, vous ne trouvez pas tout de suite la Croix du Sud, eh bien, je vous invite très simple à prendre la Voie lactée comme repère, mesdames et messieurs. Prenez la Voie lactée comme repère. Personnellement, c'est ce que je fais, même chez nous, dans les constellations du Nord, lorsque le ciel est bien noir, hein. Évidemment, à Bruxelles, c'est impossible de faire ça, de trouver ça aussi facilement. Parce que le ciel est bien noir, vous pouvez prendre la Voie lactée comme référence pour identifier certaines constellations et voir les constellations qui la traversent. En tout cas, la Croix du Sud, excusez-moi, mais elle est vraiment plein dedans. Elle est vraiment plein dedans. Hein. On ne peut pas faire mieux. Parce que, écoutez, la Croix du Sud, franchement, moi, je l'adore. Il y a une
il y a comment dirais-je? Il y a un amas ouvert très connu. Celle-là, non, celle-là, on ne peut pas la louper. Hein. Il y a un amas ouvert très connu. Je vous disais que les plus beaux objets du ciel se trouvent dans l'hémisphère sud. Eh bien, bon, là, je vous ai présenté Oméga du Centaure. Je vous ai présenté 47 du Toucan. Je vous ai présenté NGC 6397. Mais là, jusqu'à présent, je vous ai présenté que des amas globulaires. Et si on changeait un peu? Et si je vais vous montrer autre chose? Donc là, comparativement aux amas globulaires, je vais vous présenter maintenant un amas ouvert. Donc, j'espère que tout le monde sait la différence entre un amas ouvert et un amas globulaire. Donc, l'amas ouvert, effectivement, ici, que nous appelons la boîte à bijoux. Donc, son nom est très révélateur. La boîte à bijoux ici, qui est vraiment géniale. Je vous assure, c'est très, très beau. Et ça, c'est à regarder avec une paire de jumelles, mesdames et messieurs. Une paire de jumelles, parce que le champ est très grand. Avec une paire de jumelles, vous pouvez distinguer comme des joyaux, des diamants. J'ai l'impression de voir des diamants, une poignée de diamants qu'on a sous la main et qui brille, qui se met à briller. Mais c'est vraiment très, très beau. En plus, ce sont des jeunes étoiles chaudes. D'accord? Des jeunes étoiles chaudes. C'est vraiment très, 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 très impressionnant. Non, écoutez, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on l'appelle la boîte à bijoux. Hein, vous vous en doutez. Et la boîte à bijoux a été nommée par Nicolas de Lacaille, cet astronome français. Mais ça n'est pas dit qu'avant, qu'elle n'était pas connue. D'accord? Donc, tout le monde a retenu ça. La boîte à bijoux se trouve dans la Croix du Sud, mais elle n'est pas compliquée à trouver. Elle se trouve de l'autre bordure de la croix, la Mimosa. Donc, vous avez Imal et Mimosa. À côté de Mimosa, vous avez la Croix du Sud. De toute façon, même si vous ne savez pas, elle est tellement visible que vous ne pouvez pas la louper. C'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme la Lune dans un ciel par un... Là, j'exagère un peu, mais bon, c'est comme la Lune par un ciel de pleine Lune, quoi. Un ciel dégagé. Là, vous ne pouvez pas la louper, quoi. OK? Voilà. Alors, donc, maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va retourner chez nous, et pour cela, vous allez comprendre, on va retourner chez nous, je vais changer de repère, de paysage. OK, on va faire affichage. Non, pardon, situation. On y va en Belgique, là, ça vous dit? OK, on retourne. Bon, n'importe où, hein, pas forcément en Belgique, mais je veux dire, voilà, ouais, OK. D'accord. On peut aller en Allemagne aussi, n'importe où dans l'hémisphère sud. OK. OK. En fait, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que je ne suis pas là pour partager avec vous tous les objets célestes que j'aime beaucoup. Donc là, je viens de voir l'écu de Sobieski, dans lequel il y a la mer ouverte, M11, dans la mer du canard sauvage. C'est un de mes préférés. C'est vraiment, ça aussi, c'est très beau. C'est vraiment très beau, cet amas-là. Ici, la mer du canard. Attends, non. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça, oui. C'est bien ça, ouais. Voilà, ben, en fait, ce que je voulais... Maintenant, on va faire un petit cours de mécanique céleste. Ben, en fait, c'est parce que je voudrais vous montrer quelque chose. C'est important. Vous allez voir que le lien avec l'hémisphère sud, je ne fais rien au hasard, dites-vous bien. Pour cela, je vais simplement changer de repère. Je vais faire appel à ce qu'on a... je vais faire appel à... on va dire... je vais faire apparaître donc, les pôles nord célestes. Voilà, le cercle de précession. Alors, retenez bien ce que je vais vous dire. Je vais faire apparaître le cercle de précession. Alors, non. Je vais désactiver la graduation, parce que ça, on s'en fout. Je vais faire apparaître juste le cercle de précession. Il est là, ici. D'accord? Ça, c'est super important. Regardez ici. Ça, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Donc, dans le cercle de précession, ça représente un cône, le cône que nous connaissons, qui est dessiné par l'axe de rotation de la Terre pointé vers le nord. Donc, l'axe de rotation vers la Terre dessine dans le ciel un mouvement périodique qui dure 26 000 ans, d'accord, et qu'on appelle la précession des équinoxes. D'ailleurs, cette précession des équinoxes, c'est l'une des trois mouvements orbitaux du cycle de Milankovitch, d'accord, avec la nutation et l'obliquité de l'écliptique, hein, d'accord. Si vous comprenez pas quelque chose, vous me dites. Vous savez que en ce moment, l'étoile polaire, l'axe orienté vers le pôle Nord, se trouve du côté de la Petite Ourse. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire comprendre que l'étoile polaire, qu'on appelle Ursa Minoris, ne se trouve pas pile poil dans cet axe-là.
Et là, ça se voit comme, là, ça se voit facilement. Regardez le cercle. Le cercle, là, ne coïncide pas avec l'étoile polaire. Donc ça, vous le savez. Donc là, je ne vous apprends rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc l'étoile polaire, là, je vais la centrer quand même. OK. Je vais la centrer, d'accord. OK. Et donc, aujourd'hui, nous avons Alpha Minoris, l'étoile polaire Alpha Minoris qui est traversée par le cercle polaire. Dans 14 000 ans, le cercle polaire, l'axe du pôle nord sera dirigé vers l'étoile Vega, ça vous le savez. Regardez Vega ici, fait partie de la constellation de la Lyre. D'accord? Fait partie de la constellation de la Lyre. Et si jamais, bon, je fais tourner ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Je vais faire la même chose dans l'hémisphère sud. Regardez. Regardez ici. Donc, je vous ai dit, ceux qui habitent l'hémisphère sud n'ont pas de chance, hein, parce que regardez, il y a un trou ici, il n'y a rien. Un vide sidéral. C'est vraiment la vide sidérale complète. Il n'y a rien. Donc, bon, je vous ai expliqué que pour trouver un semblant d'orientation vers le pôle sud, eh bien, on a pris la croix du sud comme repère. Mais regardez par vous-même à quel point la croix du sud est éloignée du cercle des précessions. Voyez-vous à quel point ils sont éloignés tous les deux? Donc, franchement, voilà quoi. Là, je pense que les images parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai choisi de garder les dessins des constellations. Donc, parallèlement à ça, nous avons aussi le grand chien que vous connaissez. Donc, le grand chien, c'est une constellation équatoriale, tout comme Orion. D'accord? Le grand chien, c'est une constellation équatoriale. Orion est ici. Hein? Parce que, donc, si vous allez dans les pays de l'hémisphère sud, Orion, vous pouvez la voir au zénith. Elle culmine dans le méridien. Et ça, c'est assez étrange lorsqu'on n'a pas l'habitude avec le ciel du sud. Je dois vous avouer que la première fois que je me suis mis à observer les constellations du ciel du sud, j'avais déjà une expérience des constellations de l'hémisphère nord, et donc j'étais complètement perdu. J'étais vraiment perdu. Je n'arrivais pas. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi les constellations sont à l'envers? Tout simplement, c'est parce qu'on a changé non seulement de latitude, mais aussi on a changé de longitude. Et le fait de changer de longitude, ça inverse un peu la forme des constellations. Donc, la constellation d'Orion, il a, si vous voulez, une constellation vraiment équatoriale. Elle ne monte jamais très haut dans le ciel, même chez nous, elle ne monte pas très haut dans le ciel. Hein. Mais là où je voulais en venir, c'est que la constellation d'Orion, ici, la constellation du grand chien, Sirius, ici, contient en fait aussi beaucoup d'objets célestes, donc la nébuleuse du casque de Thor, qui est très connue. Elle contient l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Voilà. Je dis bien l'étoile la plus brillante du ciel. Est-ce que vous, à tout hasard, vous connaissez la seconde étoile la plus brillante du ciel, mesdames et messieurs? Je vous écoute. Quelle est la seconde étoile la plus brillante du ciel? Est-ce que quelqu'un a une idée? Là, vous êtes autorisé à parler si vous voulez. Ben, en fait, elle est sous vos yeux. Hein. Elle est sous vos yeux, mesdames et messieurs. Et pour vous donner un indice, elle est à côté de... Sirius? Non, j'ai dit... Non, c'est pas Sirius. Non, j'ai dit Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Ma question est, quelle est la seconde étoile la plus brillante du ciel après Sirius? Et si vous voulez, vous avez un indice ici. Elle est là. Et je vous donne un indice, elle est à côté de la poupe. Voilà. Procyon, non? Non, c'est pas Procyon, non. Non. Je vous donne un indice, elle est dans l'hémisphère sud, elle est à côté de la poupe et la dorade. Allez, je suis gentil, je l'agrandis un peu. Allez. Là, ça se voit quand même. Canopus. Voilà, enfin, Canopus, merci. Canopus. Ah ouais. Voilà, oui. Canopus, c'est une super géante. C'est la seconde étoile la plus proche de nous. Pardon, la plus brillante, après Sirius. Je dis bien étoile, hein. D'accord? Canopus. Donc, Canopus se trouve dans la constellation de la Carène. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la constellation de la Carène, il y a un objet aussi
épatante qui s'appelle État de la Carène. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une super géante rouge qui est sur le point d'exploser. Elle peut exploser demain ou après-demain, ou je vais dire non, dans 1 million d'années, pardon. Elle peut exploser aujourd'hui, demain ou dans 1 million d'années. Et les astronomes pensent que lorsqu'elle va exploser, elle va ressembler à ce qu'on appelle une kilonova. Une kilonova, c'est une supernova puissance 1000, à peu près. Ouais. D'accord? Tout le monde a compris ce que c'est une kilonova? Parce qu'en fait, elle est en train de elle est sujet à elle est sujet à beaucoup de bouleversements, beaucoup d'agitation. En surface, c'est un astre, c'est une étoile qui est sur le point d'exploser. Elle est sujet à des agitations de type Wolf-Rayet. Et les astronomes pensent qu'elle va bientôt exploser, mais on ne sait pas quand. En tout cas, on estime que lorsqu'elle va exploser, elle sera visible en plein jour. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour prendre un peu des questions et continuer éventuellement sur les mythologies des constellations du ciel boréal et austral, dont j'ai pas. Je raconterai que si seulement si ça vous intéresse. Alors pour l'instant, je vais prendre un petit temps avec vous pour prendre les questions. J'aimerais vous voir quand même parce que je suis un peu frustré. Je ne sais pas comment faire. J'aimerais vous voir. Ah oui, c'est vrai. Il y a les chats, hein. Je vais arrêter le partage en fait, 2 secondes. Oui, je vais arrêter le partage. Et ouais, je sais comment on fait pour. Oh non, pas Non, après. il est là, il est là. Là, il est parti. Le bulbe central de la galaxie, alpha et bêta du centaure. Alpha du centaure, c'est très brillant. Et puis, il y a le cerf-volant, enfin la croix du Sud. Et puis, un petit peu au-dessus, à gauche, au-dessus et vers la gauche, oui. C'est là que se trouve Oméga du centaure. Mais il faut vraiment savoir où est. Sinon, propre à la navigation et pas une bonne chose. Qu'on appelle Ursa minoris ne se trouve pas pile poil dans cet axe. Oui, pardon, oui, là ça se voit comme effectivement. Donc, oui, il faut vraiment savoir ne coïncide pas. Au moins connaître la région dans laquelle se trouve Oméga du centaure. Il faut vraiment connaître la région parce qu'elle n'est pas loin quand même. Elle n'est pas loin de la croix du Sud, d'accord? Elle se trouve la constellation du centaure, mais j'ai précisé que l'Oméga du centaure se trouve sur le dos du centaure, le dos du centaure Chiron. Elle est accrochée à son dos. Donc là, si vous voulez, je vous remonte l'image, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous repartage l'écran. J'ai le même problème que tout à l'heure, José. Il faut que tu me donnes, je crois, l'autorisation de partager. Attends. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il faut bien connaître quand même la région, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Vous-même, vous avez pris combien de temps pour domestiquer les constellations de l'hémisphère boréal? Ça vous a pris du temps. Oh non, alors, le premier jour, on arrive, et puis la nuit qui tombe, on voit déjà Alpha du Centaure, Bêta du Centaure et une partie de la Croix du Sud, Oui. avant de voir la Voie lactée, avant de voir le bulbe central. Oui, et oui. puis, ça prend quelques minutes, enfin quelques secondes, parce que quand on est au tropique, le soleil se couche très vite, et donc la nuit tombe très vite. Absolument, oui, c'est vrai. Absolument, c'est vrai. Alors, donc là, écoutez, j'ai tout réinitialisé, d'accord? Donc, je vais vous montrer rapidement comment... Je vais vous montrer une astuce pour trouver Oméga du centaure, d'accord? Donc, déjà, écoutez, déjà, là,
Parce que vous êtes la Croix du Sud, mon cher Raoul. Je pense que tu n'as aucune difficulté à identifier la Croix du Sud, non? Non, non, non. C'est Voilà. pas très grand, hein. C'est pas très grand parce Oui. que on imagine, tiens, l'étoile, enfin, la grande ours, ben c'est beaucoup plus petit. Enfin bon. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est beaucoup plus petit. Mais, ouais, voilà, donc, mais en fait, quand tu as un ciel, je dis bien, quand tu as un ciel bien noir, la croix se dessine un petit peu. Si tu sais faire la gymnastique avec tes yeux, la croix se voit quand même parce que les étoiles qui composent la croix du Sud sont assez visibles. D'accord? Et en fait, moi, personnellement, j'ai une astuce. Je prends en fait une partie de la croix et je prolonge la direction du centaure. Regardez ici, je prolonge à peu près pareil 4 fois. On va faire ensemble. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis dans Oméga du Centaure. Voilà la technique que j'utilise personnellement. Donc, moi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Oméga du Centaure se trouve dans le dos de Chiron. Chiron ou Chiron. Chiron, c'est le centaure qui a été vaincu par Hercule, la mythologie grecque. Donc, moi, c'est la technique que j'utilise pour pouvoir identifier Oméga du Centaure. Donc, moi, je t'invite à t'inspirer de cette technique-là. Ça marche à tous les coups. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Alors, au-dessus, enfin bon, là ça dépend à quel moment de la journée on est ou dans quel endroit, mais moi je me rappelle, c'était vers le haut. Il y a au-dessus de Oméga du Centaure, il y a une galaxie avec une énorme barre au milieu. Oui, bien sûr. Centaurus A. Oui, bien sûr, oui, je vais te la trouver. Attends. Voilà. Et celle-là, elle est impressionnante aussi. Oui, bien sûr. Attends, je te fais là-dessus. Voilà. Effectivement, on la voit ici. Alors, Rigel Centaurus. Rigel Centaurus, voilà. Rigel Centaurus, voilà. Maintenant, je ne sais pas si on peut l'agrandir, parce que normalement, elle est. Non, pas vraiment, puisqu'il s'agit d'une étoile double. Il s'agit d'une étoile double, mais je pense qu'il y a une galaxie pas loin. Ah, mais c'est pas celle-là. Hein. Oui, d'accord. Rigel Centaurus, c'est une étoile double, en fin de compte. Mais c'est vrai que dans la région, il y a une galaxie, mais je sais, il faut que je la cherche. Attends. Il faudrait que je diminue un peu. La galaxie du Centaure, bon. Ouais. Je me demande si c'est pas. Je sais plus. Alors, parce que tu as son nom exact. Tu peux aller chercher dans les. Alors, Centaurus avec K, voilà. Recherche, voilà. Oui, c'est ça, oui, 2 secondes. Tu fais K-E-N. Ouais, Centaurus. Rigel Centaurus. Ouais. Non, il y avait un des 3 là qu'on pouvait choisir. Tu me dis c'est une galaxie, hein? Mais à mon avis, oui. à mon avis, il va retourner vers l'étoile double en question. Hein. Ah oui. Ah ouais, à mon avis, oui. Je pense. Non, mais. Parce que là, tu me parles d'une galaxie, alors que là, on a enfin une étoile double. Mais elle aussi, elle pète le feu, hein? Oui. Je sais pas si tu la connais. Ah oui, c'est clair. Elle pète le feu. Elle est dans la jambe du centaure. C'est clair que. Mais bon, personnellement, je pense qu'il y a des objets plus impressionnants que ça. Personnellement. Je prends rien que la nébuleuse de la Carène ici, la nébuleuse de l'homoncule, comme le trou de serrure, comme on dit, d'accord, que je vais avoir plaisir à grandir. Ça, c'est vraiment très, très beau. Avec une paire de jumelles, c'est vraiment formidable. Elle me fait penser à la nébuleuse de la Rosette chez nous. Hein, d'accord? C'est vraiment super joli. Hein. Personnellement, c'est une de mes préférées. D'accord? Ah oui. Et à côté d'elle, on a un amas ouvert. À côté d'elle. Pardon, on a un amas ouvert à côté d'elle ici, qui est très connu, qu'on appelle l'amas des bons vœux, l'amas des Lucioles. Il a plusieurs noms, en fait, amas ouvert là. Voilà. Il est très beau aussi avec une paire de jumelles, on peut l'observer. Mais avec une lunette astronomique également, ça peut le faire. Hein. Si vous avez un grand champ, voilà, il faut avoir un grand champ de vision pour pouvoir l'observer avec une lunette astronomique ou un télescope. Mais quand même, l'instrument préféré reste de loin une paire de jumelles. Voilà. À côté aussi, vous avez un autre
une autre nébuleuse d'un côté. Voilà. C'est très connu également. Voilà, je pense que tout le monde connaît celle-là. Est-ce que c'est pas homunculus, quelque chose genre? Non, non, c'était celle d'avant. Ah, oui, d'accord. Ouais. Attends, celle-là, elle s'appelle... Attends, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ouais. Bon, en fait, les noms parfois m'échappent. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà. Il y a encore une autre plus bas. Donc, peut-être que c'est de ça que tu parlais. Donc, les pieds du centaure également. Voilà, donc là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment... Et ce qui est intéressant, regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au voisinage, hein, moi, à part la constellation du Sagittaire que nous connaissons, tiens, en fait, c'est marrant ça. Le Sagittaire, je vais vous signaler que c'est un centaure, hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, La différence, c'est que c'est un centaure qui tire des flèches. Nous sommes d'accord? il y a un arc. Oui. Voilà. Mais ici, on a un centaure tout simplement, sans flèche, sans arc. Mais n'empêche que, dans la région du centaure, vous avez beaucoup d'objets célestes, des nébuleuses, des amas ouverts, des amas globulaires, qui sont à peu près dans la même région. Mais ce sont des objets qui sont, on va dire, qui ne sont pas NGC, c'est ça le problème. Elles ne sont pas toutes NGC, ce sont des IC. Parce que moi, j'ai gardé le catalogue IC, comme vous le savez. D'accord? La plupart, ici, voilà, c'est vraiment étendu. Ça, vraiment, il n'y a pas photo. Il faut une paire de jumelles, sinon vous allez perdre. Vous allez perdre en visuel. Hein. Voilà. Ici, encore une fois, regardez ici, encore une fois, un amas ouvert, très joli. Donc, on a des amas ouverts, des amas globulaires, des nébuleuses diffuses qui se font ici. Celle-là, ici, la nébuleuse de la Carène, ici. Un autre amas ouvert ici. Non, mais franchement, regardez-moi ça. Ben, c'est dingue, hein? Alors, encore ici, une autre. La nébuleuse du sac à charbon, qui se trouve pas loin du... le sac à charbon, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est obscure, mais elle se trouve pas loin de la boîte à bijoux. Il faut bien l'identifier. Je vais la chercher. Le sac à charbon. Ça ne fait pas très, très poétique, mais bon. Alors, on va voir. Voilà. Pourquoi il ne me le donne pas? Il faut un accent à A. Je ne sais pas. Hein. Non. Colsac. C-O-A-L-S-A-C-K. Col. Ben oui, non, enfin bon. Il ne me le donne pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je sais qu'elle se trouve, en fait, elle est sombre. Hein. Comme son nom l'indique, le sac à charbon, c'est une constellation qui est sombre, en partie. Mais ce qui a vraiment d'origine avec elle, elle n'est pas loin de la Croix du Sud, ça je le sais. Mais elle est sombre, mais on la voit quand même parce qu'elle est composée d'étoiles très, très, très brillantes. Mais qui sont vachement espacées. Qui sont très espacées par une nébuleuse obscure. Elle est faite de nuages moléculaires obscurs. Donc, les nuages moléculaires ne sont pas tout éclairés. C'est une partie du nuage qui est éclairée. Et c'est pour ça qu'on appelle nébuleuse du sac à charbon. Mais en infrarouge, on peut le voir encore mieux. Hein. Voilà. Bon, ok. Donc, c'était simplement pour vous faire cette visite là près de Rigel-Cantarus. Voilà, c'est une région qui est super riche et elle contient c'est une partie du ciel où on a, franchement, cette partie du ciel-là, Rigel-Cantarus et à Croix du Sud, forment un système là qui contient vraiment des merveilles du ciel, de l'hémisphère austral. Voilà. Autre question, s'il vous plaît? Je vais vous regarder un peu. Oui. Mais en tout cas, écoutez, là, je vais vous répondre direct sans avoir besoin d'aller sur le logiciel. En fait, il y a quelque chose que très peu de gens savent. C'est que Claude Ptolémée, vous savez qu'il était un astronome, mais qui peut me dire de quelle origine il était? Je vous écoute. Il était de quelle origine, Claude Ptolémée? Qui peut me dire où est-ce qu'il était né? En Afrique du Nord? Oui, exactement, oui. Il est né en Égypte, dans la haute Égypte, sous occupation romaine.
sous province romaine. Claude Ptolémée est né en Égypte. Et quand vous êtes en Égypte, vous voyez une partie du ciel du sud. Et Claude Ptolémée, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé à nommer les constellations du ciel austral. Donc, il a fait avant Magellan, il a fait évidemment avant Nicolas de Lacaille, parce qu'il a existé 1 an après JC, après Jésus-Christ. Claude Ptolémée est né en l'an 101 après Jésus-Christ. Donc, c'était vraiment le premier, en tant que père du géocentrisme, à avoir nommé les premières constellations du ciel boréal. Mais seulement, il ne pouvait pas tout voir. Alors, pour la petite histoire, la haute Égypte se trouve où? Au nord ou au sud? Ah oui. C'est le Nil qui est en amont. C'est au sud. Enfin, oui, en amont. Voilà, oui. Donc, Ah, oui. Non, mais il y a un piège là-dedans. On pense Haute-Égypte. Intuitivement, on peut penser aller dans le nord. Ben non, la Haute-Égypte se trouve dans le sud. La Haute-Belgique aussi est dans le sud. C'est comme là, le Bas-Rhin aussi. Le Bas-Rhin se trouve au nord de l'Alsace. Oui, voilà. Le Bas-Rhin se trouve au nord de l'Alsace. C'est pas, voilà, c'est pas Mulhouse. C'est pas près de la colonne vertébrale. Voilà. Donc, c'était juste pour la petite histoire. Autre question? Mais si vous voulez, je peux bien terminer en vous racontant quelques légendes du ciel, si ça vous dit. Voilà. Oui. Ça ne va pas vous endormir, mais bon, voilà. Voilà, donc en attendant, je prends quelques questions. Donc là, vous avez vu, on n'est pas dans la science, on est dans le rêve, on est dans le monde des rêves, dans le monde de l'imagination, parce qu'il faut dire que les navigateurs, les Grecs qui ont nommé les constellations du ciel boréal, il fallait avoir quand même sacrément d'imagination. Parce que pour voir une ours dans le ciel, pour voir une girafe dans le ciel, pour voir un caméléon dans le ciel, il faut en avoir quand même de l'imagination. Eh bien, c'est pareil pour les navigateurs, comme Nicolas de Lacaille, Vasco de Gama, Magellan. Lorsqu'ils ont parcouru le ciel et l'hémisphère austral, ils ont dû faire preuve d'imagination pour nommer les constellations, comme le peintre, le compas, l'équerre, le microscope, le télescope, tout ça, ce sont des constellations. Voilà, donc, je ne sais pas, moi, pour voir un télescope dans le ciel, moi, il faut le choix en mode Johnny Bourré, quoi. Voilà. Mais James Cook, il est... Ah oui, dans l'hémisphère sud, il croyait qu'il y aurait autant de terre que dans l'hémisphère nord et que ce ne serait pas un problème. Mais il se retrouve dans l'eau, donc ça a été très compliqué pour lui de naviguer parce qu'il n'y avait toujours que de l'eau tout le temps. Oui. Et donc, il avait besoin des étoiles absolument et du sextant pour pouvoir naviguer. Ça, c'est vrai. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Absolument, oui. C'est juste. Donc, le sextant, effectivement, donc je vous rappelle que c'est une constellation de l'hémisphère sud. C'est un instrument de navigation qui permet de calculer la hauteur des astres. Mais il n'y a pas que le sextant, il y a aussi l'astrolabe. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que chez Raoul permet de te dire que l'ancêtre du sextant s'appelle l'astrolabe. L'astrolabe, c'est... attendez, je vais vous montrer une image, si ça vous dit. J'avais préparé un truc. Voilà. Voilà, regardez ici. Donc là, j'introduis l'astronomie arabo-musulmane. Voilà, le sextant, il ressemble à ça. Vous avez vu? Il ressemble à ça. Pardon, l'astrolabe. Un astrolabe, ça ressemble à ça. C'est aussi un instrument de navigation. C'est l'ancêtre du sextant. Et c'était très, très utile pour naviguer à l'époque pour trouver son orientation, pour identifier certaines étoiles. Donc là, et par contre, il fallait vraiment avoir un sacré coup d'œil. Mais c'est pas assez... J'ai déjà utilisé ce genre d'instrument, c'est pas compliqué, c'est hyper facile. Voilà, donc, ça me permet de faire une transition, si vous voulez bien, avec la mythologie arabe. Parce que je vous avais dit en début de l'exposé que, vous l'avez remarqué, les noms d'étoiles, dans toutes les constellations, mesdames et messieurs, le nom de toutes les étoiles et constellations porte des noms arabes. D'où ça vient? Ça vient d'où? Eh bien, ça vient tout simplement des traductions que les Arabes, ou plutôt les Perses ont fait lorsqu'ils ont parcouru le monde des mers de l'hémisphère austral.
ils ont aussi traduit, il faut une énorme traduction, et ils ont fait une transcription des cartes, ils ont fait un repérage, ils ont établi des cartes du ciel à l'époque, parce que, rappelez-vous, en Europe, nous baignons dans l'obscurantisme. Donc, ouais, donc, vous pouvez lire ici, là, j'ai repéré un texte ici qui raconte entre l'époque de Ptolémée et celle de Copernic, une période de 1000 ans, l'astronomie ne connaît pas de développement notable en Europe. Dans le monde musulman, par contre, d'importants progrès vont se produire entre le 9e et le 11e siècle, tant dans les outils mathématiques de l'astronomie que dans l'observation du ciel. Là, vous l'avez. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Wikipédia. Donc, je n'invente absolument rien. D'accord? Donc là, vous avez des grands savants qui se sont fait distinguer par leur savoir, par leur découverte et par leur implication dans le monde de l'astronomie arabo-musulmane. Comme, excusez-moi pour la prononciation, hein, Al-Khwarizmi, d'accord? Le savant le plus notable du XIe siècle, hein, c'est un persan, il écrit un livre sur l'algèbre, etc. Hein? Il introduit et répond à l'usage des chiffres que nous utilisons aujourd'hui, d'accord? C'est très important. Donc, sa principale contribution directe à l'astronomie sera le livre basé sur l'astronomie hindoue, dans lequel il établit des tables sur la position du Soleil, de la Lune et des planètes. Voilà. On a aussi Al-Farghani, c'est aussi un persan, hein, voilà, qui a édité un ouvrage basé sur l'astronomie de Ptolémée. Donc là, il s'est inspiré de Ptolémée, qui était un prédécesseur. Donc, il introduit des idées nouvelles, par exemple le fait que la précession doit affecter la position apparente des planètes et aussi des étoiles. Voilà. Donc, on a aussi Al-Batani qui établit un catalogue d'étoiles, un des premiers à le faire, à avoir distingué la valeur de la précision des équinoxes et l'obliquité de l'écliptique. J'espère que tout le monde comprend ce langage-là. Donc, l'obliquité de l'écliptique, c'est l'inclinaison d'axe de rotation par rapport à l'écliptique, qui est de 23 degrés 25, sachant que ça varie au fil du temps entre 22 et 25 degrés. Et c'est ça qui est responsable des grands changements, des grandes variations climatiques sur Terre, et qui fait partie du cycle de Milankovitch. Voilà. Donc, on a ces grands noms-là, je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, voilà, pour moi, c'est le respect. Voilà, on doit vraiment leur rendre hommage, parce que l'âge d'or de l'astronomie islamique va se terminer au XIe siècle, il le dit. Voilà. Et les ouvrages de cette période faste vont peu à peu être traduits en latin, c'est ce que je viens de vous dire, en particulier à Tolède en Espagne, et se répandre en Europe. Donc, tout part de l'Espagne, en fait. Après, à la suite. Voilà. C'est là que je voulais en venir avec vous par rapport à l'implication de la mythologie arabo-musulmane et son implication dans l'essor de l'astronomie occidentale. Il y a un truc qui est assez spécial. En 751, il y a les Chinois et les Arabes qui se rencontrent à Samarcande. Il y a une bataille, il y a un conflit. Et grâce à cette rencontre, enfin ce conflit, les Arabes prennent connaissance du papier que les Chinois avaient déjà depuis l'an 1. Et donc, les Arabes ont réussi à comprendre l'utilité du papier pour transmettre la connaissance, le savoir, beaucoup plus facilement que par les parchemins. Et ça a certainement permis à la civilisation arabe d'évoluer beaucoup plus vite. Mais nous, on a rencontré les Arabes comme vers 1100 quelque chose, et il a fallu longtemps avant de comprendre ce que pouvait servir, à quoi pouvait servir le papier pour transmettre les connaissances plus rapidement. Donc ça, c'était assez spécial. Demain, nous sommes le 13. Oui, c'est vrai. Il paraît que c'est la Saint-V. Enfin bon. Non, c'est surtout, ce sont les nuits des étoiles d'hiver. Oui. Et il y a à Arte toute une série de documentaires de midi jusqu'à minuit. Oui. Arte, les uns après les autres. C'est très intéressant. C'est pour dire qu'il y a plein de choses à voir et à enregistrer sur Arte demain. Voilà. Oui. En fait, pour rebondir ce que tu viens de dire, en fait, moi, j'étais au courant par rapport à cette rencontre entre les Chinois et les Arabes, qui a eu lieu à cette époque-là. Mais dis-toi bien qu'il y a eu des échanges via la route de la soie et tout, la route de la soie, pardon.
Il y a eu des échanges entre les Chinois, et même pas seulement avec les Arabes, mais c'est connu en fait, c'est très connu. Il y a eu des échanges entre l'Égypte et les Chinois également. Il y a eu des échanges commerciaux entre l'Égypte et les Chinois. Il y a eu des échanges commerciaux entre l'Afrique et les Chinois. Je ne suis pas sûr entre l'an 1 et l'an 750 s'il y a eu tellement d'échanges que ça avec les Chinois. Hein, parce que ils étaient évolués d'une certaine manière et ils n'ont pas vraiment, il n'y a pas eu de contact avec l'Occident autant qu'après 751. Quoi. Là, à ce moment-là, Vasco de Gama, tout ça, ça vient bien longtemps après. Oui, bien entendu. Voilà. Mais pour nous, en Europe, on était dans l'obscurité, quoi, pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas été en contact avec eux assez. Oui, exactement, absolument. Oui, donc c'est vrai que les Arabes, en particulier, c'est vrai que les Arabes, en particulier en Andalousie, du 8e au 11e siècle, c'était un foisonnement de connaissances et dans l'astronomie, mais aussi en philosophie, en histoire. C'était vraiment la renaissance arabe, hein, du 8e en Andalousie. Donc l'Espagne est très importante dans cette affaire. Ouais. Enfin, l'Espagne, l'Andalousie. Ouais. Et notamment grâce au papier qu'ils connaissaient. Mais alors pourquoi ça s'est arrêté à un moment? Alors d'après Neil deGrasse Tyson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui le responsable du Hayden Museum Planétarium à New York, et il a des émissions à la télé ou à la radio. Et lui, il dit en 1300 et quelques, enfin non, même avant, quelqu'un dans le monde arabe a dit maintenant, ce que nous savons, c'est comme ça et on ne change plus. Pour des motifs religieux. Et donc, la connaissance, les critiques, l'évolution, parce que c'est venu plutôt en Occident. Plutôt, et les Arabes sont restés immobilisés parce qu'ils ne voulaient plus continuer à se critiquer, à évoluer comme ça. C'est simplement. Mais le grand traducteur en fait, les Arabes ont découvert la philosophie grecque, Platon, Aristote, etc. Et le grand traducteur en latin de ces textes arabes, ça a été saint Thomas. Lui, c'est un philosophe. Le traducteur en latin, je veux dire, de ces textes arabes. Oui, c'était saint Thomas. Oui. Il a fait découvrir au Moyen-Âge finissant, tout au début de la Renaissance, les philosophes grecs redécouverts par les Arabes. Donc, c'était très intéressant comme époque. Alors, je me suis trompé, j'ai confondu saint Thomas et saint Augustin. Non, je ne connais pas saint Thomas. Je ne connais pas. Ah oui, d'accord. Mais non, saint Thomas. Oui. Je ne le connais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Je ne peux pas tout connaître non plus. Hein. Je ne suis pas un historien. Hein. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Quelque chose que je voudrais souligner, c'est que on a parlé de la mythologie grecque, on a parlé de la mythologie romaine. Donc, vous savez, il y a une connexion entre les deux. Hein. C'est pour ça qu'on parle de mythologie gréco-romaine. Oui, mais quand tu parles de la constellation d'Hercule, c'est romain, c'est pas grec. Héraclès, c'est grec. Oui. Et Cassiopée, quel est son nom en grec? Je ne sais pas. Comment tu dis? Cassiopée, c'est le nom latin. Attends, mais je vais te surprendre. Cassiopée, c'est... Cassiopée, la maman d'Andromède. Oui, bien sûr, mais Cassiopée, c'est la reine d'Éthiopie. C'est du latin, c'est pas du grec. C'est du latin, oui. Oui, tout à fait, c'est du latin. Et toutes les constellations qu'on connaît sont en nom romain. C'est ça, oui, mais nos planètes aussi sont en nom romain. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter sont en nom romain. Bah sinon, je dirais la planète, je ne sais pas moi, Hermès, la planète Aphrodite, la planète Arès, la planète Zeus, la planète Chronos, la planète Ouranos, la planète Hadès, la planète Poséidon, d'accord? Donc, on a toutes les planètes qui ont leur équivalent dans la Grèce, mais seulement on utilise ici la mythologie romaine.
D'accord, effectivement. Oui, voilà. Mais de toute façon, cher Raoul, les deux sont imbriqués. Les deux sont parfaitement corrélés. C'est pour ça qu'on parle de mythologie gréco-romaine, en général. C'est pour éviter justement ce genre de différenciation, ce genre de dichotomie. Il n'y a pas une mythologie grecque et une mythologie romaine quelque part. Non, non, pas du tout. Les deux civilisations ont parfaitement cohabité, d'accord? Nous sommes d'accord là-dessus? Mais donc, les noms ne sont pas les mêmes. Donc, il faut se dire, ah oui, par exemple, Bruno Le Maire, il a dit, il s'est pris parce que Macron, il est Jupiter, donc lui, il est Héraclès, il est Hermès. Mais non, il est Mercure. Mais il ne voulait pas dire Mercure en anglais. Ben voilà. Donc, oui, voilà. quand on parle dans une langue, le romain ou le grec, ben, les noms, il faut garder les mêmes noms étymologiquement. Voilà. Et la langue c'est quoi la langue étymologique là-dedans? C'est le latin, nous sommes d'accord? C'est le latin. On utilise toujours le latin, oui. Ouais, le latin part de la base. Le latin, c'est la racine basique, d'accord, du grec et du. OK? Donc, les étoiles, en fait, ils sont désignés par des noms latins. Les constellations aussi, d'accord? Donc, on utilise cette base-là en référence, en hommage aux Grecs, en hommage à cette culture à cette culture de mythologie gréco-romaine, encore une fois. D'accord? C'est pas par hasard, il y a une raison pour ça. OK? Et donc, moi, ce que je voulais dire, réagir tout à l'heure par rapport à ces mythes et légendes qui ont façonné l'astronomie moderne, on a vu les mythes grecs, les Romains, mais on n'a pas vu les Égyptiens, la mythologie égyptienne. On n'a pas vu la mythologie scandinave. On n'a pas vu la mythologie des Mayas, précolombienne. Et je t'assure, cher Raoul, qu'ils sont aussi palpitants que celles des Grecs. Mais quelqu'un a décidé de tout figer en latin. Oui, voilà. Il n'y a pas que la mythologie arabo-musulmane. Ah, ouais, d'accord. Non. Mais il y a un moment donné, pendant la Renaissance, on a décidé d'arrêter de figer les noms. Oui, exactement, oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Ah ben pour faire simple, pour que tout le monde se comprenne. Par exemple, Riccioli, c'est un astronome italien et pour les noms des cratères sur la Lune, c'est lui qui avait l'autorité pour dire que voilà, on va nommer tel cratère comme ceci, comme cela, et les mers comme cela. Et puis tout le monde est d'accord. Mais entre-temps, il a favorisé des astronomes qu'il préférait à d'autres, alors que les autres étaient peut-être beaucoup plus connus historiquement. Mais ça c'est aussi une petite des anecdotes comme ça. Voilà. J'ai vu hier une émission sur France 5, Naviguer sur les flots, etc. C'était les constellations, enfin, les amas stellaires. Et les aborigènes d'Australie avaient représenté le ciel tel qu'ils le voyaient sur le sol. Ils avaient dessiné les constellations telles qu'ils les voyaient, mais ce sont des humains qui sont nés il y a 50 000 ans. Hein. Je crois que c'est parmi les premiers, les tout premiers humains qui est représenté le ciel sur des dessins. Il n'avait pas les mêmes dessins que les gens de la Renaissance, puisque eux, ils avaient d'autres idées. Voilà. Tout à fait. Il y avait peut-être même d'autres animaux là aussi. Écoutez, donc j'espère que tout le monde maintenant connaît le Stellarium, le logiciel que j'utilise. Qui découvre ce logiciel pour la première fois? Juste, je vais faire un petit. Moi. Et ça s'appelle comment Stellarium. 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 Avec 2 L. Stellarium. Et c'est la version 10? C'est la version Stellarium 0.20.4. C'est le tout dernier. Oui, d'accord. C'est le tout dernier. Mais alors, si vous voulez, on peut basculer vers un autre type de logiciel qui est très sympathique. Donc, j'éteins Stellarium et je vais vous présenter Celestia, si ça vous dit. Ce que nous avons fait avec Stellarium, c'est génial. On a pris plein de photos du site où on va observer
en rond et on l'a reproduit sur Stellarium pour Oui, oui. avoir le paysage du site où nous allons observer Alors, sur nos ordinateurs. Ça, il y a moyen de faire, quoi. oui, c'est vrai, oui, c'est tout à fait. Donc, voilà, ça c'est sympa. Donc, Célestia, ici, je vous le présente, hein, brièvement. Voilà, donc ça se manipule comme un peu, ça se manipule comme Stellarium. Hein. Là, écoutez, bon, sans déconner, là, c'est hyper facile. Je parle pour moi. Hein. C'est hyper facile de. Là, on a un ciel bien noir ici. On peut identifier facilement là, la carène ici. Hein. Je vous disais que le navire Argo a été divisé en 3 parties, la poupe, les voiles et la carène. Donc là, on les voit bien. Hein. La carène, c'est la coque du bateau ici. Donc là, c'est volontairement, je ne mets pas les dessins des constellations. La carène, c'est la coque du bateau, les voiles, hein, comme le mât, et la poupe, c'est l'arrière du bateau. D'accord? À côté de la poupe, à côté donc, du navire Argo, donc, Jason qui part à la conquête de 3 ans d'or. Tiens, en fait, les parties de Thessalie, pour la petite histoire, il est parti de Thessalie pour aller jusqu'en Colchide. Le royaume de Colchide se trouve en Géorgie. Hein. Donc, c'est pas à côté. Hein. Il a traversé la mer Égée qui sépare la Grèce de la Turquie. Après il est entré, il a navigué au nord de la Turquie par l'intermédiaire de la mer Morte. Je ne sais pas, vous voyez un peu la région, le nord de la Turquie. Il a traversé la mer pour arriver vers la mer Caspienne. Voilà. En Géorgie. Je sais pas. OK. Donc, il a parcouru plus de 1500 km pour aller chercher à 3 ans d'or. Il devait être vachement amoureux, mec. Bon. Ben, tout ça, c'était pour aussi, bon, il a profité pour épouser une princesse, la princesse du royaume de Colchide, la princesse Médée. Donc, c'était une digression de ma part, mais regardez ici, la Voie lactée, traversée par la Croix du Sud, donc les voiles, le grand chien, une partie d'Orion. Voilà. Ah, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est aussi sympathique. Là, tu n'es pas sur Terre, tu es dans le ciel, à proximité de la Terre. On a vu la Terre là, comme sphère, dans le lointain. Oui, effectivement, oui. Tout à fait, oui. Mais Stellarium, on peut se mettre sur la Lune aussi. Oui. On peut se mettre n'importe où, hein, voilà. On peut se mettre sur Mars, on peut se mettre sur Jupiter. Oui, on peut se mettre sur plein de choses. Mais j'avais Starry Night, qui était payant, avec des BD, enfin des CD-ROM, et on pouvait aller vraiment partout et accélérer le temps. C'était extraordinaire. Ben écoute, je connais très bien Starry Night. D'ailleurs, je ne l'ai plus, hein, mais j'ai possédé l'une des premières versions de Starry Night. Effectivement, je confirme, elle est très intuitive, Starry Night. Très, très intuitive. On pouvait aller n'importe où, voyager n'importe où, partir, je sais pas, on pouvait partir de Mars pour aller vers, je sais pas moi, vers Sirius, par exemple, sans problème. Mais le problème, c'était QuickTime avec Windows. C'est pas facile toujours, parce qu'il y a des mises à jour qui ne sont pas compatibles avec Starry Night. Et par exemple, je n'arrivais plus à afficher les galaxies en mode photo. Alors, quand je tournais sur Stellarium, en plus c'est gratuit, Stellarium, et puis c'est très bien fait. Et puis, je n'ai plus cherché à retrouver Starry Night. Peut-être qu'en plus, les QuickTime a évolué, bon. Mais c'est vrai que se mettre sur Phobos, regarder Mars et accélérer 1000 fois le temps, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Hein. C'est génial. C'est génial. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Parallèlement à Starry Night, il y avait aussi Redshift. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. C'est un peu technique. C'est technique. Oui, voilà. Oui. Mais c'était très, très complet. J'avais utilisé. J'ai Redshift 7, moi, que j'utilise toujours. Ah, d'accord. Il y a déjà le numéro 7? Ah oui. Moi, j'ai la version 6, mais c'était très complet. Écoutez, ici, je vais vous faire un petit cours de mécanique céleste, rapidement. C'est juste pour vous permettre de visualiser l'écliptique. Là, je l'ai mis en rouge. Hein. Voyez-vous, l'écliptique traverse, en fait, les constellations du zodiaque. C'est pas par hasard. Hein. Regardez bien. Donc,
toutes les constellations qui sont traversées par l'écliptique s'appellent Zodiaque. le Zodiaque. sa définition même, la définition même du zodiaque. Donc, il y a des constellations non zodiacales, mais là, on va s'intéresser aux constellations zodiacales. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est justement le trajet apparent du Soleil dans sa course autour de la Terre. Je dis bien apparent autour de la Terre, parce qu'on sait bien que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. D'accord? Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que je n'ai pas tout mis, mais bon, je pourrais parler de point vernal, d'équinoxe d'automne, de solstice d'hiver et d'été, mais bon, ce n'est pas le but. Je voulais juste vous montrer, en fait, bon, si je vous ai montré l'écliptique, il est assez judicieux que je vous montre aussi l'équateur céleste. Voilà, c'est absolument important. Voilà. L'équateur céleste. Donc là, j'ai fait bouger voilà. L'équateur céleste est en bleu, l'écliptique est en rouge. Donc évidemment, mesdames et messieurs, vous voyez une zone une coupure. Donc les coupures, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? En dehors de Raoul, je ne vais pas entendre Raoul. Je sais que toi, tu le sais, donc j'aimerais entendre les nouveaux. Alors, vous savez à quoi correspondent les points de section, là, les points de coupure, entre l'équateur céleste et l'écliptique? Je vous écoute. J'aimerais entendre Je ne sais pas. Non, mais Tiens. Attends, je vais faire le prof, je vais jouer au prof. Tiens, je vais interroger quelqu'un. Ça s'appelle les nœuds, là. Non. Pas ouais, du tout. On n'est pas en astrologie, hein, on est en astronomie. Là. Oui, point vernal. Oui. 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 Oui et non. Le point vernal, effectivement, ça correspond à l'équinoxe de printemps. Sauf que là, on est à l'équinoxe d'automne. Oui. Mais bon, oui. Bon, tu as raison. Tu as raison. Mais effectivement, tu as bien vu, tu as compris. C'est qui a parlé là, en fait? on l'avait déjà dit avant. Enfin, Claude. Ok, d'accord. ouais. C'est bien ça, voilà. Donc, vous avez parfaitement, vous avez raison. Eh bien, l'équateur céleste correspond à la 3e étoile de la ceinture d'Orion. Oui, tout à fait. Donc, comment je sais qu'on est à l'équinoxe d'automne? Ah ben, simplement, regarde ici. On a la Vierge. La Vierge, je ne sais pas moi, si vous connaissez, si vous avez des notions d'astronomie ou même d'astrologie, hein, la Vierge, ce sont les gens qui sont nés entre le 23 août et le 23 septembre. Hein. D'accord? Voilà. Mais, attention, ça c'est vrai selon l'astrologie tropique. Ce n'est pas vrai d'après l'astrologie sidérale. Parce que l'astrologie sidérale prend en compte, je ne vais pas aller loin, mais juste prend en compte la précision des équinoxes. Autrement dit, le Soleil aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 12 février, nous sommes, d'après les astrologues, nous sommes censés être dans le Verseau. Or, si je vais à la date d'aujourd'hui, et je cherche à savoir où se trouve le Soleil, ben vous allez voir, le Soleil n'est pas du tout dans le Verseau, il est dans le Capricorne à cause de la précision des équinoxes. D'accord? OK? Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. Oui, je peux vous le montrer, hein, si vous voulez. Regardez. Regardez où se trouve le Soleil. Le Soleil. Effectivement, le Soleil se trouve dans la constellation du Capricorne. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes le 13. Non, nous sommes le 12. Le 12. Nous sommes le 12. Oui, voilà. Bon, en fait, voilà. Nous sommes le 12 février 2021. Oui. Alors, pourquoi les astrologues nous rabâchent l'oreille en disant que le Soleil est dans le Verseau au mois de février? Ah, c'est faux, hein, c'est complètement faux. Là, vous avez la preuve que non. Au moins, vous savez maintenant c'est pour quelle raison. Voilà, donc c'était juste une petite digression. Voilà, donc ça c'est la base. Il faut que tout le monde le sache. Hein. Faut que tout le monde le sache. Jupiter et Saturne ont dépassé le Soleil déjà. Oui, absolument. C'est vrai. Maintenant, il faudra attendre le matin pour les voir. Chaque fois qu'on annonce dans un calendrier, vous pouvez voir Jupiter, Saturne. Ah oui, mais c'est le matin très tôt. Ah, ouais, bon, c'est pas évident. Le Verseau,
Parce que le soleil va être dans le Verseau à ce moment-là, nous serons au mois de mars. Nous serons au mois de mars. D'accord. Voilà. J'ai pas vu la lune tout à l'heure. Il est trop près du soleil. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a beaucoup de monde en ce moment pour du soleil. Hein, donc, il y a Jupiter, Vénus, hein, il y a même Pluton. Hein, il y a même Pluton qui est dans le Capricorne. Oui. Ok. Bon, écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Voilà, je propose qu'on arrête là. On va prendre les questions et terminer. Eh bien, je crois qu'on peut te remercier Merci. d'avoir fait cette présentation. Bravo. Bravo, oui. Merci, hein. Et merci du temps que tu as passé et de cette magnifique démonstration de l'utilisation de Stellarium, notamment. Et en tout cas, pourra rêver, grâce à toi, d'aller dans les mers du Sud et admirer les constellations. Je vous le souhaite. Alors, pour pouvoir figer et conserver une image de Stellarium, il faut faire print screen et puis CTRL S Ah oui. dans son ordinateur. Et alors, mais c'est pas sur l'écran, le premier écran qu'on l'a, c'est dans un écran spécial pour Stellarium. Donc, non pas un écran, je veux dire un fichier de Stellarium qui est dans l'ordinateur, dans lequel se trouvent les images qu'on aura figées de la scène qu'on veut montrer. Et c'est très intéressant parce que si on a raté quelque chose, on peut le reproduire. Et par exemple, quelqu'un a oublié de prendre des photos d'une soirée d'observation, eh bien, on la reproduit. Enfin, on reproduit le ciel tel qu'on l'a vu ce soir-là. Et c'est pas mal parce que y a plein de souvenirs qui reviennent. Non, Stellarium, c'est génial, quoi. Et comme je disais, on peut reproduire la scène de l'endroit où on va observer si on se prépare un petit peu à l'avance. Et alors, il y a le jour et la nuit. Et c'est pas éclairé de la même manière. Et ça, c'est aussi pas mal. Donc, moi, écoutez, je vous invite, même si on n'est pas dans l'hémisphère sud, mais je vous invite quand même à vous familiariser avec les constellations de l'hémisphère sud. Essayez, parce que vous avez des cartes du ciel quand même, hein, vous avez des logiciels. Essayez de vous familiariser avec les constellations de l'hémisphère sud, d'accord, qui tournent autour de la Croix du Sud. Ce sera déjà pas mal. Après, bon, l'idéal, effectivement, c'est de faire un voyage. Hein. Bon, à cause de la conjecture actuelle, les voyages ne sont pas préconisés, ne sont pas conseillés. Mais lorsque tout ça va passer, hein, lorsqu'on pourra enfin se libérer de cette espèce de... Hein, lorsqu'on pourra se libérer, enfin, lorsqu'on sera déconfiné, on pourra voyager librement et qu'il n'y aura pas du spectre, que le spectre de la peur, d'être malade ne va pas traîner dans les airs, eh bien, je vous invite très sincèrement à vous équiper d'une paire de jumelles. Hein. Une petite paire de jumelles, ça ne coûte pas cher, hein, 7,50 suffit, hein, vous savez. Moi, j'ai un 12,80, mais un 7,50 suffit largement. C'est lourd, en plus, plus c'est lourd, plus vous tremblez, donc c'est pas idéal. Il vaut mieux avoir une petite paire de jumelles, pour ne pas trembler, d'accord, et quelque chose qui ne soit pas trop lourd pour faire des observations de visu. Et je vous assure, vous serez vraiment surpris. Encore une fois, les plus beaux objets du ciel nocturne sont dans l'hémisphère austral, non pas l'hémisphère boréal. Voilà. Et j'espère que bon, bon, cet été, hein, en 2021, en juillet 2021, j'espère sincèrement qu'on aura une nuit des étoiles filantes. J'espère sincèrement, parce que l'année dernière, on n'en a pas eu, à cause du Covid. J'espère très sincèrement qu'on aura une nuit des étoiles filantes, qu'on pourra observer à nouveau les ciels, le triangle de l'été, hein, qu'on pourra observer les merveilles du ciel nocturne boréal. Et je pourrais vous faire, comme en habitude, une belle description du ciel boréal. En pratique, ce sera sur le terrain cette fois-ci. Je peux déjà annoncer, Jérémy, que en principe, le club organisera une journée d'observation publique pour la nuit des étoiles filantes le 14 août. Donc on verra si le ciel se présente favorablement à ce moment-là.
Et donc, voilà, pour relancer ta proposition. Je crois qu'on va effectivement rester là en te remerciant encore. Et je voudrais remercier des invités qui ont assisté à ton exposé. Je crois que Rama et Élise, peut-être aussi l'une ou l'autre personne dont je ne suis pas sûr du nom. Alors, je voudrais aussi signaler que la prochaine réunion aura lieu le 26 février. Ce sera un exposé de Thierry, les galaxies, ses inconnus, sauf changement de dernière minute. Et voilà, ben, je vous invite à passer une bonne soirée, à passer une bonne nuit et à manger au ciel du Sud. Merci encore, Jérémy. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour l'exposition. À bientôt. Allez, À bientôt. Merci.